Et bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans le déjà 8e numéro de No Code Talks. Je suis Pierre Simonin, freelance No Code, membre de No Code France, l'association de la communauté francophone des acteurs du No Code. Cette émission est en direct sur le Twitch No Code France, sur LinkedIn, tous les premiers mercredis du mois. Et vous pouvez retrouver le replay en podcast sous le nom No Code Talks avec Pierre Simonin ou sur ma chaîne YouTube Pierre Simonin No Code. Alors, pour les personnes qui ne connaîtraient pas le no-code, c'est à la fois un ensemble d'outils et un mouvement qui vise à développer des outils ou des applications sans avoir besoin d'écrire de lignes de code informatiques. À partir de là, c'est pas très étonnant de contacter que le no-code a largement conquis les entreprises qui ont d'énormes besoins, évidemment, en matière d'outils informatiques. Ça peut être pour leurs produits, une application par exemple, pour leur support marketing, comme un site vitrine, mais surtout pour leur organisation interne. Et ça, quasiment toutes les entreprises vont avoir le besoin. Je vais même dire toutes les entreprises vont avoir le besoin. Après, elles n'ont pas forcément toutes le budget ou les velléités pour le faire. Et c'est sur ce point-là, sur les outils d'organisation interne, que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Parce que les outils no-code peuvent être des atouts formidables, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, mais à condition de suivre les bonnes pratiques. Et c'est justement pour discuter de ces bonnes pratiques, que je reçois aujourd'hui Lorraine Vatreloup. Donc, Lorraine est ingénieure de formation, avec une spécialisation dans la transformation digitale et l'urbanisme. Après ses études, elle rejoint la jeune entreprise Granit, qui développe un logiciel de gestion commerciale pour les entreprises du BTP, d'abord en tant qu'Operations Manager, donc directrice des opérations, puis en tant que Head of Customer Success, donc directrice du service client. Alors certes, la solution Granit n'est pas développée en no-code, mais Lorraine va se constituer tout un système de gestion interne construit autour de Make et d'Airtable. Non seulement ce système va lui faire gagner du temps à elle, mais en plus de ça, elle va embarquer une bonne partie de l'équipe et de la boîte dans l'aventure, ce qui fait que Granit repose en bonne partie aujourd'hui sur des outils no-code. Donc bref, Lorraine est une fan de no-code, c'est une fan de Make, vous l'avez d'ailleurs sûrement déjà croisé sur le canal Make du Slack No-Code France si vous y êtes passé, et elle est aujourd'hui avec moi pour partager son expérience du déploiement du no-code en entreprise. Bienvenue Lorraine. Merci Pierre, merci pour l'intro et merci pour ton accueil. Avec grand plaisir. Et bonjour à Loïc, Moserki, Bertrand, Mickaël, qui nous saluent dans le chat et toutes les autres personnes qui nous suivent et qui nous rejoignent. Donc, on est ensemble pour une grosse heure aujourd'hui pour échanger autour d'une question: comment déployer le no-code dans sa boîte? Très très vaste sujet qu'on ne pourra évidemment pas traiter de manière exhaustive euh, en une fois, mais on va essayer comme d'aborder un peu les grands principes qui permettent déjà de ne pas partir dans la mauvaise direction, de faire les choses comme il faut. Et on va traiter ça en trois parties. Un, le no-code est-il fait pour ma boîte? Ça peut paraître bête, mais c'est une question voilà, qu'il faut quand même se poser. On n'est pas juste là pour dire le no-code, c'est magique, tout le monde doit y aller sans se poser de questions. La deuxième partie, c'est comment déployer les outils no-code. Quand on est à peu près convaincu qu'on doit y aller, qu'on a repéré les outils, à partir de là, comment on procède, comment on avance. Et la troisième partie, utiliser et faire évoluer mes outils no-code au quotidien, parce que développer une solution, un outil, un système, c'est bien beau, mais c'est loin d'être la fin euh, du sujet. Même si parfois on a un peu l'impression, c'est bon, c'est développé, maintenant tout va bien tourner. Fin de l'histoire. Bon, la réalité est un tantinet différente et on va revenir euh, sur tout ça. Donc on commence par le no-code est-il fait pour ma boîte? Et déjà, première question, à quoi peuvent servir les outils no-code dans une entreprise? Donc je t'en prie. Vaste sujet. Est-ce que le no-code est fait pour ma boîte? Tu le disais tout à l'heure, la réponse courte, ce serait oui, toutes les entreprises peuvent trouver leur intérêt dans le no-code. Il y a forcément quelque chose à faire, il y a forcément des process qui sont pas optimisés, des actions manuelles. Je connais pas aujourd'hui d'entreprise qui n'a pas ce sujet-là. Pour autant, il y a, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment pour le no-code et est-ce que le no-code est la meilleure solution aux problèmes que rencontre l'entreprise? Euh, Globalement, c'est un peu un sujet d'envie, d'intérêt pour le no-code. C'est un sujet aussi parfois de process. Si les process sont pas encore suffisamment cadrés dans l'entreprise,
est-ce qu'il faut tout de suite sauter sur l'automatisation ou est-ce qu'il faut pas d'abord se poser sur les process? C'est un sujet de ressources aussi. Est-ce qu'il y a des gens dans l'entreprise qui sont prêts soit à passer du temps ou est-ce qu'on a le budget pour aller, chercher, de l'aide extérieure? Donc il y a beaucoup de questions à se poser. Donc ça suit un peu ta question suivante qui est: qu'est-ce qu'il faut savoir pour se lancer? Mais voilà, il faut se poser un petit peu. Quels sont les process aujourd'hui? À quoi ça ressemble? Et où est-ce qu'on a envie de les amener? Pour autant, une fois que les questions sont posées, le no-code, j'ai envie de dire 80 des cas, peut être une réponse assez pertinente. Hem, je sais pas ce que tu penses de ce sujet-là, Pierre? Non, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, la maturité des process est un point très important. Vouloir tout automatiser, quand on crée sa boîte, par exemple, est une mauvaise idée. Ça n'empêche pas, par exemple, de se faire un système de gestion sur Airtable pour stocker les choses et cetera, mais vouloir tout automatiser, est une mauvaise idée parce que pour bien automatiser un processus, il faut le connaître, il faut le pratiquer. Quand on n'a pas fait les choses à la main Exactement. un certain nombre de fois, tant qu'on n'a pas fait des choses à la main un certain nombre de fois, on n'est pas mature suffisamment, et le processus non plus, pour savoir comment on peut intelligemment l'automatiser. On peut s'imaginer un certain nombre de choses, des fois on tombera bien, et des fois on va faire absolument n'importe quoi. Donc effectivement, avoir l'expérience du fonctionnement normal, on va dire manuel, est quelque chose d'important. Euh, le facteur humain est hyper important et finalement c'était un peu la conclusion de l'échange très riche aussi qu'il y avait eu avec Xavier Agapé sur comment constituer sa stack no-code, c'est-à-dire comment choisir ses outils no-code. Et en fait, il y a pas un outil qu'il faut que tout le monde doit utiliser. Ça dépend d'une part du besoin, du contexte, mais aussi énormément de l'humain, de la personne, euh, quel est voilà, son niveau de maîtrise des outils informatiques, quels sont ses, voilà, quel est son socle de compétences déjà. Enfin, il y a énormément de choses à prendre en compte et c'est vrai que des fois, les outils no-code ne seront pas forcément une bonne chose pour la boîte, tout simplement parce que les personnes n'ont pas envie, sont pas prêtes et seront perdues si on leur met un nouveau système. Et ça ne veut pas dire que ce sera jamais possible, mais en tout cas, il y a un certain nombre d'étapes de préparation à prévoir avant. Et je précise aussi, quand on dit le no-code en entreprise, c'est très très vague, mais on- enfin, pour moi, on parle vraiment de tous les types d'entreprises, quoi. Ça peut être des travailleurs et travailleuses indépendants, ça peut être des commerçants, ça peut être des TPE, PME, ETI, enfin, vraiment toutes les tailles d'entreprise, tous les métiers, parce que j'ai envie de dire, dans une entreprise, à un moment, on doit gérer des trucs. C'est ce que fait une entreprise. Elle gère des trucs, elle délivre un produit, un service, et pour ça, elle doit gérer des trucs, elle doit gérer des clients, elle doit gérer des fournisseurs, elle doit gérer des processus, des employés, elle doit gérer des choses. Et les outils no-code permettent de gérer les choses plus efficacement. Pour donner quelques exemples voilà, de à quoi le no-code peut être utile, ça peut par exemple servir à centraliser la gestion de stock et de commandes pour une entreprise. Ça peut permettre d'automatiser la création de contrats, de factures, de propositions commerciales. Vous savez, des trucs qu'on fait à la main, qui prennent énormément de temps, bah, ça, on peut le faire en fait en quelques clics, voire même sans clics si on sait quand on doit les générer. Donc, on peut gagner énormément de temps et il y a souvent des victoires faciles, rapides, qu'on peut aller obtenir avec les outils no-code plutôt que de vouloir réinventer la roue et de tout faire avec un truc, avec une usine à gaz qu'on va aller créer. On peut se dire, bah, je vais commencer par ça, ça c'est facile, ça fait un gain de temps énorme, et le reste on verra plus tard. On peut aussi se dire qu'on crée un portail client sur la base d'informations. Enfin, les, les avantages et les cas d'utilisation ne manquent pas. Ce que ça amène, c'est qu'on peut donc automatiser, accélérer toutes les tâches récurrentes à faible valeur ajoutée ou juste les tâches qui nous gonflent. Moi, j'automatise la facturation dans mon activité freelance, pas parce que ça me prend du temps, mais parce que ça me gonfle. Je déteste faire Mmh. des factures. Du coup, je les sors toujours au bout de 3 mois si je le fais à la main. Donc là, maintenant, j'ai tout automatisé. Comme ça, c'est plus un poids pour moi au quotidien. Bah, Euh, tu aussi ton énergie en faisant ça. exactement, Et exactement. Et Il y j'ai a envie des... de rebondir sur ce que tu Oui, disais tout à l'heure. En startup, on dit souvent do things that don't scale. Donc, fais des choses qui ne passeront pas à l'échelle, fais des choses qui seront pas optimisées et fais-les à la main. C'est comme ça que tu vas comprendre comment fonctionne ton business model, comment fonctionnent tes clients.
Et donc c'est OK de faire des choses pas terribles, c'est OK de faire des choses qui passent par des Excel et des copier-coller. Déjà parce que c'est mieux que rien et aussi parce que si tu le fais pas, tu vas pas forcément comprendre, la manière dont ton process fonctionne. Et ensuite, une fois que tu as compris comment ça fonctionnait, là, tu vas pouvoir l'automatiser petit morceau par petit morceau. Et c'est exactement ce que j'ai fait quand je suis arrivée chez Granit, où j'avais des missions très opérationnelles, du service client, des données clients qu'il fallait copier-coller à droite à gauche. Et ma première action, ça a été de passer de 5 copier-coller à 3 copier-coller. Et c'était déjà une grande victoire pour moi. Alors que depuis, on a bien évolué à partir de là. Mais il y a vraiment ce côté où c'était pas scalable ce qu'on faisait et c'était OK. Et c'est comme ça qu'on s'est construit. L'autre élément que tu disais, c'est que toutes les entreprises peuvent être intéressées par le no-code et le no-code peut être pertinent aussi bien dans une startup dont j'ai l'expérience, mais aussi dans des moyennes entreprises, dans des très grandes entreprises. Et j'en parle moins souvent, mais avant d'arriver chez Granit, j'ai fait un stage à la SNCF où j'ai touché un peu au no-code version Windows avec la Power Platform. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer quelqu'un dont le métier est de se promener d'agence en agence SNCF, d'aller faire un peu de l'évangélisation de code et d'aller demander aux gens, en fait, c'est quoi ton métier? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les actions manuelles que tu fais? Je vais t'aider à mettre le doigt sur ce qu'on peut automatiser et ensuite je vais t'accompagner sur la mise en place. Et ce gars-là, alors moi, au niveau de mon agence à moi, je me rendais compte que la maturité pour le no-code était pas tout à fait là. J'avais essayé d'apporter des choses, mais je sentais que ça demandait beaucoup de ressources et il y avait en fait un peu de réticence des équipes. Et le pire risque avec le no-code, c'est de vouloir le pousser trop fort et du coup de dégoûter tout le monde. Et à côté de ça, en fait, j'ai vu cette personne-là qui avait des succès au niveau de différentes agences de la SNCF. Donc même au sein d'une grosse entreprise, à petite échelle, le no-code est intéressant et après, bien sûr que plus ça grossit, plus il est question de le structurer, plus il est question d'avoir des gens dont ça devient le métier de le structurer en interne. Mais à petite échelle, en fait, à partir d'un seul process et d'une seule personne qui est agacée par un sujet au quotidien, il y a déjà matière à faire, quoi. Complètement. Est-ce que tu peux éventuellement rapprocher peut-être ton micro? Ouais, On t'entend de manière un peu lointaine parfois. Oui, enfin, ce que tu dis finalement, c'est, que, bah, déployer nos codes dans une entreprise, finalement, c'est un projet, IT, un projet, informatique, et on va se retrouver un peu avec des considérations et des écueils qui sont propres à ces sujets et un des écueils essentiels, tu viens de dire, c'est l'écueil humain. Si les gens n'ont pas envie, si les gens sont pas convaincus, si on a l'impression, qu'on leur impose un outil dont eux n'ont pas besoin ou qui va à l'encontre de leurs intérêts, c'est perdu d'avance en fait. Donc il y a un sujet d'intégrer vraiment les équipes dans ce projet dès le début. C'est pas le dirigeant qui met jamais ou la dirigeante qui met jamais les mains dans les opérations, qui veut dire ah, moi j'ai besoin de ça, ça fait ça, 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 alors que souvent c'est pas comme ça. Mais il faut pas. C'est vraiment demander aux équipes qui font les choses au quotidien de quoi elles ont besoin. Le but n'est pas tant de leur dire à quoi devrait ressembler et comment serait l'interface, etc. Parce qu'elles n'ont pas forcément enfin, c'est pas leur métier, leur domaine, elles vont pas pouvoir se projeter déjà dans ce qu'il est possible de faire, ni dans quelle forme ça va prendre. Mais en revanche, expliquer avant tout le processus aujourd'hui, comment c'est fait, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est lourd, qu'est-ce qui est pénible, qu'est-ce qu'on fait 10 fois, etc. Ça, ce sont les équipes qui seront le mieux. Et quand on écoute les équipes, non seulement on pourra faire quelque chose de beaucoup plus pertinent, mais en plus, le jour où on leur présente la solution, ce sera beaucoup plus facile de les convaincre parce elles sauront que cette solution a été construite notamment à partir de leurs retours et de leurs besoins. Et ça, enfin, il y a un nombre invraisemblable de projets informatiques qui se plantent pour cette simple raison. Ça paraît assez bateau, mais juste, c'est pas, voilà, c'est pas la personne qui dirige qui décide comment tout va se faire, c'est la personne qui fait. Voilà, c'est quelque mmh, chose d'absolument essentiel. Et après, le gain pour l'entreprise d'une solution comme ça, c'est plein de choses, hein. Ça va améliorer la collaboration, l'organisation, la transmission d'informations. C'est un gros souci en entreprise, notamment les boîtes qui fonctionnent avec des tableaux Excel et des documents dans tous les sens qu'on s'envoie, etc. C'est quelle est la vraie bonne information? Est-ce que j'ai la dernière version, etc. Euh, en mettant des outils appropriés, on a une source de vérité unique
et une transmission d'informations avec des systèmes d'alerte, de notification ou tout ce qu'on veut, qui permettent de s'assurer que les personnes concernées ont la bonne information au bon moment. Et ça, c'est vraiment une valeur immense. Et in fine, l'avantage, c'est des gains en termes de qualité du produit ou des services, en termes de fiabilité, on va pas louper une commande parce que juste j'étais fatigué, j'ai loupé une ligne. C'est l'observabilité, on comprend mieux ce qui se passe, on voit mieux ce qui se passe au sein de l'entreprise, on peut plus facilement revenir sur une chose qui a été faite pour savoir ce qui s'est passé, ce qui n'est pas toujours facile à faire quand on est mal organisé. Et bien sûr, des gains en termes d'efficacité, d'efficience, de productivité, on appelle ça comme on veut. Euh, donc les gains sont évidents quand on s'y prend bien, mais effectivement, il faut déjà impliquer les équipes. Euh, on a dit s'assurer qu'elles sont un minimum réceptives et ne pas hésiter à faire de la de l'information déjà en amont. On ne convainc pas une fois que le produit est développé, mais on essaie de convaincre aussi en amont on pense à développer tel outil, tel système. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà comment ça se passerait, voilà ce que ça nous apporterait, de quoi vous avez besoin. Tout ça, ce sont des choses qui sont essentielles pour préparer le terrain pour la suite. Je trouve effectivement qu'il faut parler non pas de besoins, parce que parfois tu demandes aux gens quels sont leurs besoins et ils savent pas te répondre. Par contre, il faut parler d'irritants et de problèmes. Qu'est-ce qui Mm. t'irrite dans ton quotidien? C'est quoi l'action que tu as fait 10 fois la semaine dernière et qui te fait perdre un temps fou? Donc déjà, là, c'est à moitié gagné parce que les gens se sentent écoutés. Et je dis ça, c'est pas valable que pour le no-code, c'est de la transformation digitale en quelque sorte. Et ensuite, plutôt que de parler de, solutions, de projets, en fait, il faut parler de petites victoires et il faut beaucoup communiquer à chaque étape en disant: «Bah, voilà, sur ton process de 10 étapes, on a peut-être automatisé 5 mais c'est déjà 5 minutes en plus de gagner et un irritant en moins». Et ne pas hésiter à apporter de la valeur par petites doses, mais dès le début, pour justement gagner la confiance, montrer que ça marche et ensuite, déployer des projets à échelle un peu plus large. Et tu parlais tout à l'heure des écueils des gros projets, des grosses DSI, bah, qui sont que ça prend beaucoup de temps et que derrière le public est pas forcément au rendez-vous. Je trouve effectivement que le no-code est moins risqué parce que déjà le no-code, tu mets moins de ressources dedans, tu vas passer moins de temps, tu vas arriver plus vite à un résultat et tu vas plus vite le confronter, aux destinataires, aux personnes finales. Donc je trouve ça intéressant le no-code parce que, le risque est moindre par rapport au code évidemment. Mais par contre, il y a un risque pour le no-code qui n'existe pas pour le code, je trouve, c'est, que les gens se braquent, ne comprennent pas ce que c'est le no-code et qu'en fait, à partir d'1 ou 2 échecs en début de projet, comme ça peut arriver, qu'en fait, ils comprennent pas qu'on est en mode bêta, qu'on vient de lancer un projet, qu'il faut encore, itérer et se roder et donc ils risquent de se braquer et de se convaincre que le no-code, c'est pas fiable, que, le no-code, en fait, c'est pas ça les aide pas, qu'en fait, ils comprennent pas et je trouve que ça, c'est un risque que le code n'a pas parce que le code a cette image de, le code, voilà, a toujours existé dans l'entreprise, on a des développeurs, c'est leur métier, on fait en fait, les gens font plus confiance au code qu'au no-code, ce qui, à mon avis, est pas vrai, mais ils peuvent vite atteindre ces conclusions-là à partir d'une ou 2 mauvaises expériences qu'ils auraient eues et c'est j'ai envie de dire j'ai pas envie de dire, ne pas se lancer dans le no-code parce que je pense qu'une fois qu'il y a un problème, il faut se lancer, il faut y aller, il faut tester. Simplement avoir en tête que tout le monde n'est pas dans le même état d'esprit que vous Mm. et donc se mettre dans la tête des autres qui, eux, comprennent pas pourquoi d'un coup on change quelque chose qui a toujours fonctionné comme ça et qui, du coup, sont peut-être pas dans cette idée de, on est en train de tester, on est en train d'itérer, on est en train de co-construire. S'ils sont pas dans cette dynamique de co-construction, on peut se mettre à risque que le no-code devienne, un no-go, vraiment, un interdit dans l'entreprise, quoi. C'est vrai qu'il peut y avoir un réflexe de rejet, soit du no-code en général, soit d'un outil en particulier. On se dit: «Bon, Airtable, on a déjà essayé, ça marche pas», enfin, effectivement, ça peut arriver, mais j'ai envie de dire, c'est un risque qui existe aussi dans des projets plus traditionnels où c'est sûr que personne ne va, rejeter le code en vrac parce que ça veut rien dire et que de toute façon, d'un point de vue utilisateur, finalement, le code, c'est quelque chose qui est trop loin, quoi. C'est trop loin Mmh. de leur réalité, de leur expérience. Euh, mais il peut y avoir quand même des sentiments de rejet d'un outil en particulier. Par exemple, Salesforce, non, plus jamais je vais en entendre parler, ou voire des fois,
des fois même un peu trop régulièrement malheureusement, de la DSI. C'est ah non mais la DSI, c'est bon, ils nous compliquent la vie à chaque fois qu'ils font un truc. Enfin, ce sont des choses qui arrivent quand même, mais c'est vrai que c'est un bon point de garder à l'esprit que il faut parfois convaincre les gens que c'est quelque chose de fiable, de viable et qui peut leur simplifier la vie. C'est sûr. Un autre avantage quand même du no-code, c'est que si au premier essai on n'est pas tout à fait bon, on peut plus facilement revoir notre copie. C'est beaucoup plus Mmh. facile de faire évoluer un système en no-code. Alors après, ça dépend de la complexité de ce système, mais c'est quand même plus facile en no-code qu'en code. Et je rebondis, Alex Le Code rebondissait aussi sur cette idée d'irritant, de petite victoire. Pour moi, c'est un truc hyper important sur lequel j'insiste toujours. C'est vrai qu'on insiste souvent sur le temps gagné, etc. On voit beaucoup des formules de calcul de combien de temps vous allez gagner. Et c'est intéressant, mais pour moi, c'est pas forcément toujours le plus important ou le prioritaire. Il y a des tâches qui sont infimes, insignifiantes en termes de temps passé, mais qui pourtant sont infernales dans la productivité au sens large parce qu'elles pompent l'énergie de toutes les équipes. Les gens n'aiment pas faire ça, c'est horrible, c'est lourd. Et juste ce truc-là qui prend 5 minutes de temps en temps, juste l'automatiser, en fait, ça fait une différence qui est énorme. Et ça, je pense que c'est pas à négliger. Je prenais l'exemple voilà, des factures que je sors. Maintenant, j'en ai un peu plus, mais quand j'ai commencé, j'en sortais pas des masses. D'un point de vue purement temps gagné, ça n'avait aucun intérêt d'automatiser la génération de factures, mais ça avait du sens pour moi parce que, certes, faire une facture, ça prend 5 ou 10 minutes, mais ça me pourrit même les journées. Voilà, Et ce c'est sont le des... genre de sujet où en fait tu vas avoir tendance du coup à le reporter et il va te coûter plus cher du fait qu'en fait ta facture tu l'as faite une semaine en retard et donc tu vas être payé plus tard. Donc en fait les impacts vont être importants pour effectivement une action qui t'aura pris 5 minutes. Et nous, on a eu le cas récemment sur les clients qui démarrent chez nous, donc qui créent leur plateforme. C'est globalement automatisé, mais il y avait une action bête où je devais aller à la main en base de données, rajouter une information pour chaque nouveau client. Donc c'est bête en fait, c'était vraiment 30 secondes plusieurs fois dans la semaine. Et en fait, le problème, c'est que moi, je peux pas débrayer pour aller passer 30 secondes, arrêter tout ce que je fais juste pour aller faire ça. Donc, j'avais tendance à le reporter. Et ça se traduisait en une expérience moins bonne pour le client, puisqu'il arrivait sur son interface et il manquait ce petit élément-là. Mhm. Donc, je trouve que mesurer le ROI en termes de temps gagné, c'est une manière de le compter. Mais pour moi, la question à poser, c'est mais en fait, le projet que j'ai mis en place la semaine dernière, est-ce que maintenant tu es plus heureux dans ton boulot et est-ce que ça t'a fait du bien, quoi? Et, et on pourrait mesurer, tu sais, un espèce de NPS, la mesure de satisfaction star des services clients. On pourrait avoir un espèce de NPS du no-code et ce serait une autre manière de mesurer la réussite d'un projet. Complètement. Et pour moi, on en revient à l'écoute des équipes. C'est les équipes qui savent ce qui est important pour elles, voilà, les premières choses dont elles ont envie de se débarrasser. Euh, et c'est pas forcément celles auxquelles on pense en tant que dirigeant ou dirigeante. Donc vraiment l'importance de l'écoute. Euh, alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le no-code avant de se lancer? Parce que là, c'est vrai qu'on parle de no-code en général, c'est top, on a donné quelques différences avec le code. Donc, il faut avoir à l'esprit que, effectivement, le no-code est plus accessible que le code, c'est certain. Euh, mais il faut garder à l'esprit que ça reste technique. C'est pas, on parle souvent de Lego, c'est facile, on a le sang des briques. Ouais, d'accord, mais bon, c'est du Lego un peu vénère des fois. Enfin, c'est pas juste, bon, bah, j'ai deux briques simples, je les emboîte et tout de suite j'ai mon système de gestion. Ça nécessite des connaissances techniques, ça nécessite un peu de pratique et d'expérience. Alors qu'on peut acquérir sur le tas, c'est pas du tout insurmontable. Mais il faut pas se dire que c'est quelque chose d'absolument simplissime. Et souvent, d'ailleurs, les personnes assez débutantes qui envisagent des choses comme ça finissent avec des systèmes qui sont pas du tout optimisés. Je parle par exemple des,
des entreprises qui gèrent des projets et qui vont dupliquer leur base Airtable à chaque nouveau projet, ou qui listent des contacts liés à des projets et qui vont dupliquer la table des contacts à chaque nouveau projet, comme ça ils ont une table de contacts par projet. Alors, si vous ne le savez pas, ça, ce sont des mauvaises pratiques. Voilà, c'est une très mauvaise idée de faire toutes ces choses-là, mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Et pour autant, c'est logique quand on s'y connaît pas trop, parce que dans Excel, c'est souvent comme ça qu'on ferait. Il n'y a pas trop de notion de structure de données dans Excel, on gère un peu ça comme on veut. Quand on commence à manipuler des bases de données, il y a une logique à suivre pour vraiment pouvoir tirer parti de la base de données. Si on le fait mal, les exemples que j'ai donnés par exemple, on s'expose assez rapidement à des soucis de fonctionnement et surtout des temps de maintenance absolument infernaux. Dès qu'on veut modifier quelque chose, on ne doit pas modifier dans une base, on doit le modifier dans 15 bases parce qu'on a 15 projets. Et ça, c'est ingérable. Et pour autant, je vais venir nuancer ce que tu dis. Je suis totalement d'accord avec toi que quand on commence à dupliquer des mauvaises pratiques, on va vraiment dans la mauvaise direction. Pour autant, toute personne qui démarre le no-code, elle va avoir cette phase au début où elle tâtonne un petit peu, elle va faire des choses qui sont pas optimisées, elle va appliquer aucune bonne pratique puisqu'elle a aucune idée des bonnes pratiques qui existent. Et pour autant, c'est mieux que rien parce qu'elle est en train de se mettre au no-code et elle est en train de comprendre ses process et de les automatiser. Et je pense qu'il faut respecter cette phase de tâtonnement pour soi-même déjà, quand on est le premier dans l'entreprise à mettre en place du no-code, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire, moi, je suis très avancée dans mon cheminement no-code, donc en fait, je connais toutes les bonnes pratiques et j'ai envie de les imposer à tout le monde. Mais je trouve que si on veut que les gens se l'approprient, aiment faire du no-code et apprennent un peu sur le tas aussi, il faut les laisser tâtonner un petit peu. Et ensuite, venir en support, venir par exemple quand le projet a commencé à être bien avancé, bien abouti, venir un peu finaliser le projet avec la personne, mettre le doigt sur les choses qui ont été mal faites, venir l'aider à corriger ça. Mais je trouve ça au final plus efficace de laisser les gens se planter, de co-construire un petit peu avec eux, et ensuite de revenir intervenir quand ça doit prendre une nouvelle échelle, où là, bien sûr, on va venir dupliquer le projet, donc il faut qu'on s'assure qu'on a bien fait les choses. Ça me semble important de le dire. En fait, le no-code, c'est déjà bien, même sans les bonnes pratiques, et avec les bonnes pratiques, c'est encore mieux. Euh, Enfin, oui, enfin, je vois effectivement ce que tu veux dire. Après, ça dépend aussi du contexte. Ça dépend aussi, enfin, ça dépend du contexte. Si c'est une équipe de une ou deux personnes, les gens gèrent ça quand ils veulent. Si c'est des opérations un peu plus larges, à un moment, ça commence à coûter cher, pas Mm. forcément directement en argent, mais en temps perdu, en manque d'optimisation, en purée, où est-ce que c'est ce truc-là? Tout ça, ça commence à coûter cher et c'est vrai que enfin, le se planter et améliorer, il est valable À s'il petite y a échelle. chez la personne une volonté de OK, si je me plante, j'améliorerai et je vais apprendre comme ça. Mais que toutes les personnes n'ont pas. Donc j'ai envie de dire, ça dépend aussi. Si tu as un besoin qui est à petite échelle, j'ai envie de dire, bon, peu importe, tu fais ce que tu veux comme tu veux. Si tu as un besoin qui est à grande échelle et que tu as la volonté effectivement d'apprendre, d'améliorer, etc., ça pose pas de souci. En revanche, si c'est un besoin à grande échelle, mais que tu es en mode, bon, je fais un truc, on verra bien, et à partir du moment où ça marche, je me pose pas plus de questions. Je pense que c'est un risque parce que, en fait, le risque est un énorme manque à gagner, voire parfois le risque d'avoir quelque chose qui marche moins bien que ce qui était là avant. Euh, donc j'ai envie de dire, c'est peut-être aussi le moment où ça peut être intéressant de se faire accompagner. On y reviendra un peu Ouais. plus tard sur est-ce qu'il faut faire en interne, est-ce qu'il faut externaliser. Mais effectivement, il y a des questions à se poser et je pense que la volonté, l'état d'esprit des personnes qui portent le projet, des personnes qui font le projet, sont quelque chose à prendre en compte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Enfin, c'est pas mieux d'être hyper curieux et d'avoir envie de s'améliorer, etc. C'est juste faut savoir enfin, dans quel état d'esprit je suis. Est-ce que je me prends de passion pour ce nouvel outil et j'ai envie de tout savoir et j'ai envie de m'améliorer? Est-ce que je vois juste ça comme un outil, j'ai pas envie de savoir plus que ça comment ça marche et j'ai juste envie que ça me simplifie la vie? Voilà, c'est deux postures quand même très différentes qui sont pas neutres dans le projet. Et tout ça pour dire déjà que
Donc le no-code, c'est plus facile que le code, mais ça reste technique et in fine, ça reste un vrai investissement. Un investissement Mmh. en argent, mais surtout un investissement humain. Ce qui va entrer dans votre système no-code avant tout, c'est du temps. Parce que c'est du temps à vous, à vos employés, ou du temps que vous achetez à un prestataire. Ça reste à voir, mais c'est surtout du temps. Après, il y a aussi des coûts d'infrastructure qui, la plupart du temps, seront assez limités, mais pour certains besoins spécifiques, ou quand on a des grosses équipes, etc., on peut se retrouver avec des factures d'abonnement mensuelles qui sont pas du tout négligeables. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, mais souvent, le temps humain sera nettement plus important enfin, le coût humain sera nettement plus important que le coût des outils, même si on a parfois tendance à donner une importance absolument démesurée au coût des outils. J'ai des clients qui disent ah non, je vais pas payer 20 € par mois pour ça, et qui n'auront aucun souci à passer énormément de temps ou à me demander de passer énormément de temps qu'ils rémunèrent pour faire ça ou autre chose. Et je trouve ça pas. Enfin, c'est pas toujours très très rationnel ce genre de décision. Faut garder à l'esprit que le principal coût, c'est du coût humain. Et même si vous ne sortiez pas directement de l'argent de votre poche euh, pour ce temps-là, ça vous coûte quelque chose d'une manière ou d'une autre, toujours. Donc c'est à prendre en compte. Tout à fait aligné avec ça, ouais. Euh, ouais. Alex pose une très bonne question, mais qui sera pour plus tard. On reviendra tout à l'heure sur les sujets d'organisation et la question de Jean aussi, qui était très bonne, sur lesquelles on reviendra. JN, j'ai vu que tu avais posé une question un peu plus tôt, mais qui n'est pas totalement en lien avec le sujet. On en aura éventuellement si on a le temps. Euh, donc, enfin, ces besoins d'investissement, ça pose bien sûr la question des moyens financiers, des moyens humains. Si vous comptez mettre zéro temps et zéro argent dedans, est-ce que le no-code est fait pour vous? La réponse est non. Voilà, c'est facile. Forcément, il faudra payer quelque chose à un moment, même si c'est un petit abonnement, hein, ça peut être 10 € par mois, mais bon, il y a toujours un moment où il faut payer quelque chose, et je pense qu'il est là aussi pas très très rationnel de dire non, moi je fais que du gratuit. Enfin, c'est partir avec un handicap, quoi. C'est se dire je cours un marathon, oui, mais entraînant à boulet. Mmh. Euh, Après et tester Make, je veux dire les outils no code ont des plans freemium et je trouve que c'est bien, ça permet de casser cette barrière à l'entrée et de se dire: «En fait, je suis en train de tester et je paye 0 € pour l'instant». oui, Par contre, tout ce que vous allez tout construire avec ces 0 €, une fois que ça va tourner en production, il y a assez peu de chances que ça reste à 0 €. Faut juste l'avoir en tête et se dire: «Si ça marche, alors je vais payer», mais je trouve ça plutôt pas mal comme philosophie. Et si ça marche pas, bah, potentiellement, je serais restée sur mon freemium où j'aurais payé un seul mois et en fait, je me désabonne à la fin du mois. Heu, Effectivement, le coût d'entrée est faible. Par contre, après, il y aura un coût d'exploitation qui reste, assez faible, par rapport à ce que ça rapporte à l'entreprise. c'est vrai que beaucoup d'outils permettent de développer et tester gratuitement. Bon, à part Make, parce qu'ils ont un plan gratuit, mais tout le monde bousille ses opérations en ne comprenant pas que quand tu fais tourner hyper souvent un scénario à vide, ça grille toutes tes opérations. Effectivement, je rajouterais ce petit mot-là, chaque outil no code a sa manière de calculer le coût. Soit c'est des opérations, soit c'est un nombre de scénarios, qui tournent, soit c'est un nombre de lignes dans une base de données, soit c'est un nombre d'applications en production. Et c'est difficile de comprendre ces coûts, mais j'inviterais vraiment toutes les personnes qui utilisent un nouvel outil à se renseigner sur comment ces coûts sont calculés et à l'avoir dans un coin de la tête. On va pas chercher à optimiser dès le premier projet Make le nombre d'opérations qu'on utilise. Par contre, si on peut éviter de cliquer sur un bouton qui consomme 5000 opérations d'un coup, heu, c'est quand même mieux et ça permet d'éviter les erreurs qui justement peuvent être un peu décourageantes au début. Ça, je veux dire, je pense qu'on est tous passés par, le clic de trop sur Make où on n'a pas fait gaffe qu'on itérait sur un tableau de 1000 entrées et que du coup, on a consommé toutes les opérations d'un coup. En général, on se fait une fois avoir une fois, pas 2. Ça vaut le coup de se renseigner sur la manière dont c'est calculé. Complètement. C'est un gros sujet, je veux dire, même pour nous professionnels, c'est pas toujours évident, surtout quand ces logiques de pricing changent régulièrement. Enfin, donc c'est effectivement à garder à l'esprit. Euh, Arnaud fait une remarque donc, sur
le fait que les coûts sont à mettre en perspective. C'est-à-dire que des sommes qui peuvent sembler importantes, 100 euros, 100 euros quand même, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien, mais bon, c'est aussi à mettre en perspective. Si l'entreprise doit payer 100 euros par mois, bah, en fait, ça se rentabilise très très vite hein, quand on compare ça à la valeur, on va dire, du temps d'une personne. Et ça fonctionne un peu de la même manière pour les abonnements. S'il y a besoin de payer un abonnement pour chaque utilisateur, comme sur Airtable par exemple, ça va coûter 20 euros, voire plus, par personne par mois. Ça peut vite se dire, si on regarde le coût d'ensemble, on se dit, ouais, quand même, ça coûte cher. Après, c'est aussi à remettre en perspective avec le fait que bon, bah, ces personnes, on les paye et 20 euros par mois, et même si on ajoute les autres outils, ça reste assez négligeable en fait par rapport au coût de la personne. Donc pour moi, c'est des calculs qui doivent être intégrés de manière plus globale. C'est bon, bah, quand j'embauche quelqu'un, j'intègre aussi le coût des outils que cette personne utilisera dedans, et ça fait partie d'un package global. Et même si la facture au global est salée, enfin peut sembler élevé, hein, c'est juste parce que j'ai beaucoup de monde qui l'utilise et que en fait ça reste au regard de la taille de mon organisation, quelque chose de finalement pas si énorme que ça. Euh, Joris nous dit que le no-code peut être une réponse, mais pas forcément la réponse systématique aux besoins. Ça, c'est certain. Et on va d'ailleurs un peu conclure sur ce sujet, mais c'est pas toujours la bonne solution. Et le no-code apporte du confort sur un certain nombre de sujets, mais un confort qui a un coût, c'est-à-dire qu'on paye un peu plus cher le service pour pouvoir développer plus rapidement, plus facilement, etc. Je veux dire, c'est pas vrai sur tous les sujets. Pour moi, c'est peut-être plutôt vrai sur les produits, parce que sur des outils de gestion interne pour les petites boîtes, la question est pas est-ce que je fais développer en code ou est-ce que je fais en no-code. La question est est-ce que je fais en no-code ou est-ce que je prends un outil sur étagère ou est-ce que je fais rien du tout. Mais le fait de faire développer son propre système de gestion sur mesure et souvent juste pas sur la table pour des raisons d'une part de coût, mais aussi juste de compétences. En fait, c'est un tout autre projet à gérer qui n'est pas le métier des personnes concernées. Euh, d'autres points sur les questions à se poser. Écoute, là-dessus, je rebondirais bien effectivement sur les questions à se poser. Euh, en fait, effectivement, faire développer ton outil interne, c'est idiot. Il y a plein d'outils qui existent. Et surtout, il faut imaginer le no-code plutôt comme la glue qui va venir faire en sorte que tout ce qui existe fonctionne bien. Et puis le Airtable qu'on va mettre en place, c'est peut-être un peu la plaque tournante qui va faire en sorte que tous les autres process vont bien s'articuler. Mais par contre, il y a des outils de facturation comme Stripe qui sont géniaux. Il y a des outils d'emailing et de support, je sais pas, des intercoms, des index qui sont géniaux. Il y a des CRM qui sont conçus pour gérer ta donnée client et tu vas te casser la tête à essayer de reproduire cette logique-là en no-code. Donc, va chercher les outils dont tu as besoin. Tu n'es pas obligé de prendre le meilleur outil de chaque catégorie, mais simplement, au moins tes données, tu sauras où elles sont. Identifie bien où tes données clients sont, où tes données de facturation sont. Et ensuite, le no-code va te permettre de faire circuler tout ça. Et tu parlais aussi de la donnée, c'est quand même un peu le nerf de la guerre dans le no-code. On parle pas assez de la donnée, on parle tout le temps d'application, on parle d'automatisation, mais en fait, la vraie question, c'est est-ce que la donnée est là? Si elle n'est pas là, où est-ce que je la mets? Où est-ce que je la range? Et il y a parfois des gens qui me posent la question du retour d'expérience sur la mise en place d'un CRM, par exemple. Je suis une toute petite boîte, est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre en place un CRM? Ou bien je suis une toute petite boîte, je fais un peu de support. Pour l'instant, j'ai ma boîte mail Gmail. Est-ce que c'est intéressant de mettre en place un outil de ticketing? Et pour moi, la question, c'est toujours oui, parce que ta boîte Gmail ou ton Excel, c'est de la donnée qui n'est pas structurée. Et donc, le jour où tu vas passer dans un CRM, potentiellement, tu vas perdre un peu tout cet historique. Tandis que si tout de suite tu mets en place des outils, même très simples, très basiques et pas chers du tout, ça reste de la donnée structurée et tu es en train de construire les bases des process que tu vas ensuite faire évoluer. Donc je trouve que la donnée, c'est un point important des questions à se poser quand tu démarres. Complètement. Et là-dessus, contre toute attente, je suis totalement en phase avec toi, c'est-à-dire que le no-code, ça doit être
la deuxième solution. La première solution, c'est j'ai un besoin précis, un besoin standard. J'ai besoin d'un CRM, j'ai besoin j'ai besoin de faire de la facturation, j'ai besoin d'un outil de gestion de projet, etc. La première chose à faire, c'est quels sont les outils spécialisés qui existent sur la matière qui font bien le boulot. Méfiez-vous des personnes qui vous disent non, mais utiliser un CRM, c'est has-been, maintenant les outils no-code permettent de recréer tout ce que tu veux. Non, les CRM ne sont pas has-been. Si vous avez besoin d'un CRM, la première chose à faire, c'est de regarder les CRM. C'est pas d'ouvrir Airtable ou Notion et de faire votre CRM. Absolument. Et je peux peut-être Et donner l'exemple chez Granit aujourd'hui, parce que chez Granit, on fait du no-code, on a ces compétences. Donc si vraiment on trouvait ça intéressant de faire un CRM en no-code, on l'aurait fait. Aujourd'hui, notre seul outil de gestion réellement qu'on a construit en no-code dans Airtable, avec une base de données qu'on a construite pour ça, des automatisations, vraiment une application à part entière qu'on a construit, c'est pour gérer les intégrations de données, c'est-à-dire nos clients nous font des demandes, nous déposent des fichiers qu'ensuite on doit retraiter, intégrer dans notre plateforme. Ça, c'est très métier, c'est unique, c'est que chez Granit, c'est propre à notre modèle de données. Donc ça, il n'y a pas d'outil sur l'étagère qui existe. Et là, c'était pertinent de mettre en place un Airtable. Mais en fait, jamais on s'est posé la question d'aller faire quoi que ce soit d'autre avec du no-code. Nous, le no-code, c'est vraiment pour faire circuler de la donnée entre cet outil de ticketing d'intégration et notre boîte mail support, entre le CRM et les notifs Slack, entre notre application à nous et son API et les outils de l'équipe commerciale. Voilà, et là, ça devient intéressant. Mais il faut que la donnée, elle existe à un endroit et que cet endroit, il ait du sens. On va pas mettre de la donnée client dans quelque chose qui n'est pas fait pour gérer de la donnée client, quoi. complètement. Et après, dans ces logiciels sur étagère, les logiciels spécialisés qu'on choisit, il y a quand même un point essentiel à regarder, c'est est-ce qu'ils sont ouverts. Par pitié, ne prenez pas de système fermé. Même après, là, il y a enfin, il y a des cas un peu spécifiques. Vous avez une activité particulière, je ne sais plus exactement ce qu'il faisait, mais j'avais vu une fois un client dans le domaine du vin, où il y avait des logiciels spécifiques pour son besoin, mais qui étaient des logiciels fermés, pas d'API, pas de connecteur à Make, à Zapier ou ce que l'on veut évidemment, et aucune manière d'échanger avec l'extérieur. En fait, le problème d'un système fermé, c'est que il ne communique pas avec l'extérieur. Donc, soit l'outil répond à la totalité du besoin, soit vous êtes coincé. Et là, c'est embêtant. Alors que si l'outil est ouvert sur l'extérieur avec une API, avec un connecteur Make, un connecteur Zapier, etc., là, à ce moment-là, vous avez la possibilité d'étendre cet outil, d'envoyer les informations de cet outil vers d'autres outils, de récupérer les informations d'autres outils vers cet outil, de faire les automatisations qui manquent, de compléter en fait. On revient à cette logique de Lego, c'est l'outil, c'est une grosse brique déjà préfabriquée, mais vous n'avez pas besoin d'apprendre tel quel, vous pouvez aller l'assembler au reste et la connecter au reste de votre système. Si le système est ouvert, ça marche. Après, c'est sûr que si vous avez un outil, enfin, si vous êtes sur une niche qui a des outils spécialisés fermés qui existent et qui sont tous fermés, la question est difficile. Est-ce que vous devez partir là-dessus et c'est fini? Est-ce que vous devez reconstruire votre système? Là, ça va dépendre. Il y a des choses assez complexes à faire techniquement et des fois, juste prendre l'outil spécialisé, c'est la meilleure chose à faire. Mais c'est vrai que si vous trouvez le logiciel spécialisé qui répond bien à votre besoin et qui en plus a une API, là, c'est tout bonus parce que vous allez pouvoir tirer la meilleure partie de ce logiciel et du no-code qui vous permettra de faire les automatisations et aussi de faire transiter la donnée. C'est ce que nous disait Joris dans le chat. C'est vrai que si on a un CRM et un logiciel de gestion de projet, par exemple, imaginons j'ai Pipedrive et Asana. C'est un CRM et un outil de gestion de projet. Ok, c'est très bien, mais quand j'ai signé un client avec Pipedrive, comment je fais pour retrouver le projet dans Asana, etc. Ben, le no-code peut permettre de dire quand le projet est signé, à ce moment-là, on envoie dans Asana et c'est l'équipe suivante enfin c'est l'équipe opération qui prend le relais, ou on peut même faire des imbrications plus avancées. Le no-code peut servir d'orchestrateur et après, ce qui est essentiel aussi là-dedans, et on y reviendra, c'est les processus. C'est juste être très clair sur quel logiciel, quel outil à la main, à quel moment.
Si c'est la vente, c'est Pipedrive. À partir du moment où on est en opération, c'est Asana qui a la main, c'est lui qui contient les données de référence. Et à partir du moment où ces choses-là sont claires, là, on peut assez facilement avoir un système où on connecte différents outils. Il faut faire attention à ne pas construire une usine à gaz en ayant 25 outils qu'on essaie de connecter parce qu'à un moment, ça devient ingérable. Mais on peut aller très loin et faire des choses très intéressantes avec ça. Et tu vois, là, sur le thème, comment déployer nos codes dans sa boîte, donc avoir ça en tête de je choisis mes outils par rapport à leur ouverture vers l'extérieur, c'est important, mais aussi le dire aux autres personnes des autres équipes qui peut-être ne touchent pas au no-code, mais de dire: «C'est sûr que si tu prends un outil, dans quelques mois, on va se poser la question, de d'interfacer ton outil avec ceux des autres équipes. Il faut que les autres l'aient en tête, quand bien même eux se disent: "Bah non, moi je suis l'équipe commerciale, en fait, c'est mon outil de gestion de projet et donc je me préoccupe pas, de l'interconnexion avec les autres outils". Il faut vraiment que ça devienne, la philosophie de la boîte, le rabâcher et le mettre dans la tête de tout le monde. Et il faut aussi se méfier des fausses intégrations, c'est-à-dire l'outil qui dit: «Oui, oui, j'ai une intégration Make, oui, oui, j'ai une intégration, entre, les outils, que tu utilises. Oui, oui, j'ai l'API ouverte qui va bien». On est parfois un petit peu déçu au moment où ça y est, on a pris l'outil, on a pris l'abonnement, on l'a déployé et on arrive sur Make en se disant: «Ah bah, ça y est, je vais automatiser tout ce que je veux» et puis là, on se rend compte que dans Make, en fait, il y a 3 routes qui sont disponibles, quoi. Il y a 3 actions qui sont disponibles et pas du tout un scope qui serait représentatif de ce que fait l'application. Ouais. J'ai le souvenir, typiquement, on parlait de Pipedrive. Alors, je trouve que c'est un CRM qui est chouette, qui est plutôt bien fait. En revanche, leur API, elle est un peu hostile, je trouve. Et bon, c'est souvent le cas des CRM, malheureusement. Mais typiquement, quelqu'un de non technique, à mon avis, ne peut pas s'en sortir à faire des automatisations Pipedrive ou HubSpot, heu, avec, Make. Tandis qu'il y a d'autres outils où ils ont l'intégration Make et en plus, elle est très bien faite. Ça vaut le coup aussi de demander des retours d'expérience. Vous allez Mmh. sur le Slack no code, vous dites: «Bah, voilà, moi, mon métier, c'est, voilà, du service client ou du BTP. Je prévois de mettre en place telle solution. J'ai vu qu'ils avaient une connexion Make ou une connexion avec mes autres outils. Est-ce que quelqu'un l'a déjà utilisé?» Et les gens, sur la communauté no code n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent, à donner des bonnes pratiques aussi. Typiquement, nous, on a migré de Pipedrive à HubSpot il y a quelques mois et grâce à la communauté no code, j'ai pu avoir des conseils en disant: «Bah, attention parce que l'API Pipedrive, elle marche pas tout à fait pareil que l'API HubSpot. Tu verras, l'API HubSpot, tu as accès à tous les champs que tu veux, mais par contre, tu t'y perds un petit peu». Et donc j'ai trouvé que grâce à la communauté, on peut aussi, éviter de tomber dans des pièges et prendre plutôt des bonnes décisions dans la manière de s'outiller. C'est vrai que toutes les intégrations se valent pas. Arnaud nous donne l'exemple des API avec des paginations à 10 items par call. C'est-à-dire que tu dépasses toujours la limite, tu es obligé Et de surtout, tu dois galérer. tu dois itérer sur ton tableau, donc en fait, tu vas consommer, très, très cher en opération si tu dois en fait, si Ah ta bah, base de 1000 records, tu dois la couper en 10 par 10, ça va très vite la coûter. pagination sur Make, enfin, Make est pas fait pour gérer la pagination, quoi. Mmh. C'est aussi simple que ça. Moi, je bosse en ce moment avec l'API EduSign. Ils ont pas de recherche. On ne peut pas rechercher des éléments dans leur API. Du coup, je suis obligé Tu cherches tout. de faire la synchronisation instantanée avec des webhooks. Dès qu'il y a un changement sur EduSign, je les répercute et en espérant que tout se passera bien parce que je peux juste pas aller chercher les éléments que je veux bien. Enfin, c'est toutes les intégrations se valent bien, effectivement, enfin, et puis en plus, des fois, l'API permet un certain nombre de choses et quand on va sur le module Make, il y a 30% des endpoints qui sont présentés. Enfin, c'est effectivement une bonne question à se poser. On va passer à la deuxième partie là quand même parce que le temps passe, mais donc, cette partie comment déployer les outils no-code. Alors, on a déjà on a déjà traité un certain nombre de sujets, mais concrètement, une fois qu'on s'est dit, ok, le no-code, je vois à quoi ça peut m'être utile, je vois comment je peux l'utiliser, comment je m'organise pour faire justement que ce soit un succès. Et déjà, la première question, le grand débat, est-ce que je fais en interne ou est-ce que j'externalise? Et en préambule, j'ai envie de dire, dans les deux cas, assurez-vous d'avoir du temps disponible. Par pitié, ne vous dites pas, je vais prendre un prestataire comme ça, j'aurai besoin d'y consacrer 0 minute. Ça ne marche pas comme ça. Même si vous prenez un ou une prestataire, vous aurez besoin d'y passer un peu de temps, évidemment beaucoup moins si vous développez tout vous-même, mais vous aurez besoin d'y passer du temps
pour voir voilà, comment se passe le développement, pour s'assurer que ça va dans la bonne direction. C'est nécessaire parce que si vous faites des retours au bout de 3 semaines à toute chaque question qui vous est posée, le projet ne peut pas bien se passer. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on doit faire en interne, c'est-à-dire moi ou des personnes dans mon équipe le font, ou est-ce que je dois prendre un ou une freelance ou une agence pour développer? Quel est ton avis sur le sujet? Là-dessus, on a parlé tout à l'heure de la notion d'échelle et pour moi, c'est ça le plus important. Est-ce qu'on est à petite échelle, j'automatise moi un process pour mon quotidien, ou est-ce qu'on est à grande échelle, je veux créer une nouvelle plateforme qui sera accessible à tous mes clients et qui va gérer leurs données? Évidemment que la décision sera pas la même en fonction de l'échelle du projet. La première chose à faire, c'est de déterminer cette échelle, de dessiner le processus, les étapes et ensuite de dire qu'est-ce qu'on souhaite faire. En fait, c'est une démarche produit, on parle même plus de no code à ce stade, et ce serait pareil pour du code. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire et du coup, quelle est la complexité de ce qu'on veut faire et se méfier en no code, on peut vite sous-estimer la complexité des projets. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement dessiner le process et j'invite vraiment tout le monde à le faire, c'est faire un whimsical, un Miro, voilà, dessiner les étapes du process. Déjà, si vous avez du mal à faire ça, Heu, on se remet sur le papier et vous reprenez le temps, pour bien tracer votre process et ensuite, est-ce que vous arrivez à imaginer si vous automatisez ce process, est-ce que vous arrivez à imaginer comment la donnée va circuler entre les différentes étapes? Quels sont les différents outils qui vont intervenir? Pareil, si vous avez du mal à vous projeter ça, c'est probablement que le projet est déjà assez complexe et qu'il faut aller chercher, de l'aide extérieure et quand je dis ça, c'est soit en interne, vous avez quelqu'un qui est excellent en no code et qui a du temps et qui est votre référent no code, alors dans ce cas, très bien, soit vous allez chercher un freelance ou quelqu'un dont c'est le métier. En tout cas, ne cherchez pas à faire, tout seul quelque chose qui, au final pourrait être, hors de votre portée ou finir par demander beaucoup de temps à quelqu'un d'autre. J'ai eu le cas, par exemple, sur des projets où je me suis lancée un peu tête baissée et ça finit par être très technique et du coup, dans ce cas, bah, je vais demander des coups de main à mon équipe technique qui m'aide à bien utiliser les API, à faire les bons appels. Heu, donc j'ai de la chance de les avoir, mais si moi, en fait, j'ai mal fait mon travail en amont de cadrage de projet, ça peut, avoir un impact sur eux et au final leur prendre beaucoup de temps et ça, c'est évidemment pas souhaitable. Donc vraiment, tout simplement, on se pose la question, on met les choses à plat sur papier. Si ça a l'air, complexe, grande échelle, gros impact, on va chercher des experts. Si on est sur de la petite échelle, qu'on sait qu'on a le temps, qu'on voilà, qu'on n'est pas trop ambitieux, évidemment que c'est intéressant de le faire soi-même. Ce sera aussi l'occasion de progresser. Après, au-delà de l'échelle, je parlerais de la criticité, parce qu'il y a des Mmh. choses à très grande échelle, mais finalement très peu critiques, et d'autres à beaucoup plus petite échelle, mais très critiques. Moi, c'est peut-être plus ça, finalement, le, le, le critère, c'est à quel point j'ai le droit à l'erreur, à quel point il faut avoir un truc qui marche impeccablement, enfin, et qui utilise des bonnes pratiques, etc. C'est quelque chose d'important. Après, c'est vrai que selon les outils qu'on utilise, le sujet de l'échelle est important parce que si vous utilisez Make, par exemple, ou à peu près n'importe quel outil d'automatisation, euh, enfin, ça coûtera plus cher en fonction du volume. Donc, entre un scénario make que vous avez fait vous-même, un peu comme vous pouviez, et un scénario make bien optimisé, fait par une personne dont c'est le métier, vous pouvez avoir une facture qui est divisée par 10. C'est des choses qui sont à prendre en compte. Enfin, non seulement la facture est divisée par 10, mais en plus il y aura moins de bugs, etc. Ça sera plus efficace. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Euh, pour moi, enfin, déjà, du niveau, faire appel à un prestataire externe, il y a un niveau intermédiaire, c'est juste le coaching. C'est se dire, je fais moi-même, mais je me fais coacher, soit régulièrement, soit juste quand j'ai un besoin ou pour me mettre sur la bonne voie au début. Ça, pour moi, c'est à moins que la personne en interne qui fait, ce soit son métier, voilà, qu'elle ait déjà fait ça, etc. Au moins avoir des séances de coaching me paraît important pour éviter d'essuyer les mêmes plates que tout le monde. En fait, tout le monde fait plus ou moins les mêmes erreurs, tout le monde voilà, tâtonne plus ou moins sur les mêmes choses. C'est vrai que des fois, ça peut vous faire gagner littéralement des jours, voire des semaines, parce qu'il
quand on a mal fait, il faut revenir en arrière, de, voilà, de se faire guider par une personne pour, euh, pour ça. Après, sous-traiter le développement, euh, ça peut être utile et c'est vrai que c'est une- voilà, c'est l'occasion de prendre une personne compétente pour le faire, qui apportera voilà, son expérience et son temps aussi, parce que ça veut dire que vous aurez moins de temps à y consacrer. Pour autant, et je dis ça en étant freelance, faut vraiment pas le voir comme une solution miracle. C'est pas juste, bon, bah, je prends un prestataire, un freelance, une agence, et tout va bien se passer. Parce que bon, déjà évidemment ça dépend de qui vous choisissez, mais ça dépend aussi de comment le projet est cadré. Est-ce qu'il est suffisamment précis, suffisamment cadré, suffisamment priorisé et vous ne demandez pas un truc absolument énorme. Euh, Ça dépend aussi de votre réactivité, de votre interaction. Je vous ai dit que même quand on externalise, il faut avoir du temps, il faut être réactif quand le prestataire pose des questions, etc. Faut pas juste faire aveuglément confiance à la personne qui développe, pas dans le sens est-ce que la personne est compétente, mais dans le sens il faut suivre le travail pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction, que qu'on a un outil, qu'on va vers un outil qui répond aux besoins, qui répond aux contraintes, parce que d'une part, peu importe à quel point la personne qui développe a bien creusé avec vous le sujet, a posé 1000 questions pour comprendre les processus, le besoin, etc., elle n'aura jamais une connaissance aussi fine des processus et des besoins que les personnes qui le font au quotidien. Donc il y a forcément des moments où il y aura un décalage entre ce qui est développé et, euh, et ce dont on a vraiment besoin. Donc plus vous suivez le projet, plus vous êtes réactif quand on vous présente quelque chose, quand on vous pose une question, plus vous vous assurez que si à un moment il y a une petite déviation, rapidement on revient dans la bonne direction. Et ça, enfin, s'assurer qu'on fait ça, c'est d'une part gagner du temps, mais potentiellement gagner de l'argent. Si vous vous réveillez 3 mois après en disant ah mais non mais c'est pas ça dont j'avais besoin, bon la personne qui a développé elle dit bah ouais mais c'est trop tard, si vous voulez que je refasse, je refacture. Et si on vous répond ça, c'est totalement légitime. Donc, suivez bien les travaux. Et l'autre raison, c'est que faut avoir conscience que développer un projet, développer un produit, c'est des milliers de micro-décisions. Par jour de développement, on prend, mais je ne sais pas combien de micro-décisions. Évidemment, on ne peut pas demander au client son avis à chaque micro-décision. Alors pour certaines, parce qu'en fait, on est mieux placé que lui pour répondre, c'est des micro-décisions techniques. Mais pour un certain nombre d'autres, ça regarde le client, ça regarde l'équipe, mais on ne peut pas juste poser 50 questions par jour, ce serait pas viable. Donc, il faut comprendre que ces micro-décisions, on les prend au mieux de ce qu'on imagine pour le client, mais finalement, c'est aussi en voyant ce qui est fait que vous pouvez comprendre les décisions qui ont été prises. Parfois, quand le prestataire vous les explique, voilà, quand je fais des choix, je les explique à mes clients, et souvent, j'ai pas de retour sur ces choix que j'explique, et parfois, le client, des mois après, revient sur un truc, en disant ah mais non, mais ça me va pas. Bah, ouais, mais je vous l'avais expliqué il y a 3 mois, quoi. Et ça, enfin, à un moment, c'est pas ma responsabilité de suivre est-ce que le client a bien lu tout ce que je lui ai envoyé et a bien pris le temps de vérifier celle qu'on est. Je fais tous mes efforts pour communiquer. Je peux pas en plus faire un micro-management de suivi de projet pour s'assurer est-ce qu'il a bien répondu individuellement à chaque point qui n'appelait pas de réponse particulière. Donc voilà, c'était un peu mon retour de prestataire où en fait, je suis surpris parfois de la légèreté avec laquelle les clients on va dire, suivent le projet. Alors même que le projet est important pour eux en termes de besoins et important pour eux en termes de budget. Parfois, il y a des clients qui tergiversent pendant des mois, est-ce que je mets le budget ou pas? Et pour autant, une fois que le projet est lancé, qui ne s'investissent pas suffisamment pour se donner les meilleures chances de réussite. Et c'est dommage. Donc voilà, encore une fois, gardez à l'esprit qu'il ne suffit pas de prendre une personne extrêmement compétente pour que tout se passe bien. Il faut aussi y mettre du sien. Et c'est là que je trouve que sur un tout premier projet no code dans l'entreprise,
Je conseillerais plutôt de partir sur un projet simple, très basique, un besoin individuel à l'échelle d'une équipe qui puisse du coup être fait en interne. Je trouve que ça permet de mieux appréhender ce que c'est que le no-code, comment ça marche, comment on s'en sert et ensuite d'aller chercher des projets plus ambitieux. Mais si vous en avez la possibilité, moi j'encourage vraiment tout le monde à démarrer sur des petits projets qui peuvent être portés en interne. C'est hyper, enrichissant aussi pour les équipes. Ça oblige tout le monde à se poser sur ses process, à se poser les bonnes questions. Une fois qu'on l'a fait pour soi sur un premier projet, on est déjà un peu mieux armé à le faire avec d'autres. Enfin, en interne ou en externe, parce que, encore une fois, ça dépend aussi des appétences, du temps de chacun, des compétences, etc. Enfin, je pense qu'il y a des entreprises où si on attend que ce soit fait en interne, ben, il n'y aura jamais rien de fait. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit en interne ou en externe, de toute façon, prioriser, partir sur un processus. Je veux automatiser, je veux améliorer ce processus-là, je veux outiller ce processus. C'est la bonne manière de faire. On commence par un processus, par une équipe, etc. Et petit à petit, on améliore, on affine, on étend, on passe à un deuxième processus, on passe à tout le fonctionnement d'une équipe, etc. C'est la bonne manière de fonctionner. Vouloir, enfin voilà, lister de manière exhaustive, voilà tous mes besoins, je veux un système qui fait ça, 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 et j'ai 5 rôles différents de telle personne elle va faire ça et telle personne elle va faire ça, c'est très probablement trop complexe pour un premier projet. Et forcément, dans le développement, on a dit, il y a micro-décisions, problème des fois de communication, etc. Entre ce que vous imaginez et ce que vous aurez, que vous développiez vous-même ou que vous l'externalisiez, il y aura forcément un décalage. Parfois pour le meilleur, des fois le décalage est en fait mieux, nous permet d'arriver à quelque chose qui est mieux que ce que vous imaginez, mais parfois, un peu moins bien. Et la meilleure manière de gérer ce décalage, c'est, de s'assurer que, bah, qu'on fasse des points d'étape, c'est-à-dire qu'on fasse des livraisons de produits, les plus rapprochées possibles, les plus unitaires possibles. Parce que, ben, forcément, si vous imaginez bien deux droites avec un léger angle entre les deux, si vous regardez la différence entre ces deux droites au bout de 10 centimètres ou au bout de 10 kilomètres, vous n'aurez pas exactement le même décalage. Donc, vaut mieux vérifier au bout de 10 centimètres ou d'un mètre pour rectifier éventuellement, plutôt que de se retrouver au bout de 10 kilomètres à se dire je suis pas du tout là où je voulais être. Et là aussi, c'est pas, enfin, c'est pas théorique, hein, c'est vraiment des choses que j'ai vécues. J'ai un client qui m'a demandé de, de, de lui développer un système hyper complexe. Il m'a voilà, listé tous les processus, tous les besoins qu'il avait, etc. J'étais un peu moins expérimenté à l'époque, donc je savais que j'avais la compétence technique pour le faire. En revanche, j'avais un peu moins d'expérience projet pour savoir que en faire tant, pour faire autant la première fois n'était pas une bonne idée. Donc il m'a demandé tout ça, je l'ai fait. En plus de ça, c'était pendant l'été, pendant les grandes vacances. Donc je me suis dépêché, j'ai tout développé pendant l'été en 2 mois. Lui ne m'a jamais répondu pendant ce temps-là parce qu'il était en vacances. Il est arrivé à la rentrée, son système a été développé. J'ai même ajouté des trucs qui marchaient mieux que ce qu'il m'avait demandé. Et là, il a vu ce truc développé et en fait, il a pris peur. Il s'est dit, mais c'est trop, il y en a dans tous les sens. Enfin, j'arriverai jamais à m'en servir. Et bon, c'était la rentrée, il avait pas le temps, il était dans le rush, il a dit, tant pis, je fais tout à la main. Et du coup, une fois qu'il a mis ça de côté, il a jamais utilisé le système. Et c'est dommage. Et il y a le fait que on n'a pas pu échanger pendant le développement. Je pense que ça aurait amélioré énormément de choses, mais le premier problème là, c'est que le système, initialement, était beaucoup trop ambitieux. Faire un POC, un Proof of Concept, vraiment sur quelque chose de beaucoup plus simple, parce que là, c'était pour un établissement d'enseignement supérieur, le système, il permettait de générer les emplois du temps, de gérer la contractualisation avec les enseignants, et puis de gérer l'agenda pendant l'année scolaire, et puis d'envoyer les feuilles de présence. Ça faisait tout. Ça gérait littéralement tout ce dont l'établissement d'enseignement supérieur a besoin. Le problème, c'est que c'était trop. Donc, juste se dire, là, on va gérer la contractualisation avec les enseignants, et on va le faire bien, Mmh. aurait grandement simplifié les choses. Et par ailleurs, si on reprend le sujet des outils sur l'étagère tout à l'heure, ce que tu racontes, ça a dû être très intéressant à faire en no-code, mais j'imagine que ça existe des solutions qui gèrent les emplois du temps, qui gèrent les présences, et cetera? Oui, oui. Et enfin, j'ai envie de dire, quand on est prestat, ça va être la première question qu'on pose. Quand on vous demande de développer un CRM, par exemple, vous dites, ben, ou un système de gestion de l'emploi du temps, pourquoi vous n'utilisez pas une solution qui existe? C'est bête, mais des fois, la personne ne sait pas que ça existe. Et voilà.
Là, j'aurais peut-être dû me méfier, mais en gros, je leur ai posé la question au début, je leur ai dit: «Il y a des choses qui existent, pourquoi vous utilisez pas ça?» Ils ont bafouillé je sais pas trop quoi, enfin, c'était un peu nébuleux dans leur tête, en fait. Ils voulaient pas un outil informatique, ils voulaient un outil magique. En fait, avec le recul, je m'en rends un peu compte. Et ils imaginaient qu'ils avaient entendu du bien du no-code, de ce qu'on pouvait faire aujourd'hui, et ils imaginaient qu'ils n'auraient rien à faire, qu'ils n'auraient rien à configurer, et que limite l'outil allait deviner tout seul les informations, quoi. Il allait deviner qui étaient les élèves et ce qu'on devait mettre dans l'emploi du temps, et eux avaient rien à faire. Et, et voilà, donc encore une fois, le no-code n'est pas magique. Pour faire appel à une personne qui développe n'est pas magique. Donc si une personne ne sait pas, enfin, on dit non, moi je veux pas utiliser de CRM, et qu'elle sait pas expliquer pourquoi elle veut pas utiliser de CRM, peut-être que c'est le signe qu'elle est juste pas mature en fait pour un projet. Enfin, et je dis ça aussi pour les prestataires, c'est que c'est des traquenards des projets comme ça aussi, hein. Vous pouvez y passer énormément de temps pour un client qui finalement ne sera jamais satisfait parce que ce qu'il veut est soit pas réaliste, soit juste tellement pas défini qu'en fait il voit ça, il dit non, c'est pas ça que je veux, mais il saura jamais ce qu'il veut. Donc voilà, à prendre en compte. Mais la priorisation, encore une fois, indispensable, que vous fassiez en interne, en externe. Priorisez, ne développez pas votre super méga géant outil de gestion exhaustif. Commencez petit, ça vous permettra d'apprendre, y compris si vous bossez avec des prestataires. Ça vous permettra d'apprendre comment se passe le projet, comment on travaille avec eux, et voilà, d'améliorer petit à petit. Et je rajouterais un conseil qui, pour le coup, s'adresse vraiment aux gens qui font du no-code en entreprise. Les freelances n'ont malheureusement pas forcément ce confort-là de dire, si vous êtes en plein milieu d'un projet et d'un coup vous le sentez plus, vous commencez à vous enliser dans des complexités techniques que vous aviez pas vu venir, sentez-vous libre d'arrêter, quoi, et de dire en fait, si j'avais su que c'était aussi technique au début, je l'aurais pas fait le projet. Donc en fait, peut-être qu'il faut que je m'arrête, que je me repose sur mon besoin, que j'aille chercher de la compétence ailleurs, mais juste à l'instant T, j'arrête. Et je trouve que parfois, quand on a été identifié comme le no-codeur de l'entreprise qui fait des miracles, qui sort des applis géniales, et qu'en plus on s'est un peu engagé en disant bah voilà, je travaille sur ce sujet, je vais trouver une solution, on a forcément des réticences à parfois s'avouer vaincu et se dire qu'on s'est attaqué à plus grand que soi. Alors que en fait, au contraire, on va gagner le respect des équipes qui vont constater que bah, effectivement, la personne, cette personne qui fait les projets no-code dans l'entreprise, elle sait aussi admettre quand elle n'a pas les compétences, et elle a aussi ce recul sur ses propres compétences. Et ça, je l'ai découvert seulement récemment. Avant, je me suis enlisée honnêtement dans des projets. Parfois, il y avait des clients dans la boucle où je lui avais dit, bah oui, je vais te faire le Airtable qui va répondre à ton besoin. Et derrière, je me sentais engagée. Alors que c'est une époque où je maîtrisais pas du tout Airtable. Et du coup, c'était beaucoup trop ambitieux. Ce projet-là, je l'ai mené à bout en faisant toutes les mauvaises pratiques qu'on pouvait imaginer, avec un résultat très moyen. Et à l'inverse, la semaine dernière, je me suis attaquée à un projet, j'avais pas mis le doigt sur les complexités techniques. Et j'ai littéralement arrêté le projet en plein milieu parce que je me suis dit, je m'étais donné 2 jours pour faire ce projet. En fait, au bout de 2 jours, j'ai même pas fait 50%, on arrête la casse, quoi. Et ça, encore une fois, c'est vrai pour les projets no-code, c'est vrai pour à peu près n'importe quel projet en entreprise. Mais je trouve que le no-code peut avoir ce côté où on se sent engagé vis-à-vis des autres, on a annoncé des choses qu'on va pas pouvoir tenir. Il y a un moment où il vaut mieux être aussi transparent là-dessus, quoi. Non, c'est effectivement une bonne précision. Après, ce besoin d'aide peut se matérialiser de plusieurs manières. C'est avoir besoin d'une formation, avoir besoin d'une ou plusieurs séances de coaching, avoir besoin d'une personne juste qui reprend les choses à partir de là, et qui fait à notre place parce qu'on peut pas. Mais je suis pas totalement d'accord quand tu dis que les freelances ont pas la possibilité. Je pense que les freelances auraient intérêt à faire plus souvent appel à cette possibilité. On voit parfois, alors pas trop souvent heureusement, mais on voit parfois des freelances sur le Slack No Code France qui posent je sais pas combien de questions dans une semaine. Ils sont sur un projet client, et on sent ils sont débordés, ils arrivent plus à s'en sortir. Ils posent des questions en permanence, et on sent le manque de recul qui est de plus en plus criant à chaque question. Dans ces moments-là, je pense que c'est important aussi de dire ok, bon là, de toute évidence, j'ai pas totalement pied là où je suis.
alors soit je prends quelqu'un pour finir la mission à ma place, et c'est un peu extrême, mais juste se dire, je vais prendre un moment, une heure, voilà, avec un expert ou une experte qui pourra m'aider techniquement, mais aussi plus généralement à prendre du recul sur ma mission, à prioriser, à avoir les idées plus claires, etc. Ça peut faire une énorme différence et enfin, j'en veux dire, ça peut changer l'avenir d'une personne dans le freelancing. Enfin, un projet très difficile ou sur lequel on perd confiance ou sur lequel on s'enlise, on galère, etc. Ça peut dégoûter du no-code, ça peut dégoûter du freelancing, alors qu'il n'y a pas forcément de raison, c'est juste le contexte qui a fait ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop avoir peur d'aller chercher la ressource, qu'on soit employé, qu'on soit freelance, qu'on soit quoi que ce soit. Ça reste des coûts qui sont raisonnables. Une séance de coaching, ça va être l'ordre de grandeur, c'est 100 €. C'est pas rien, mais à l'échelle d'un projet freelance ou d'un projet d'entreprise, bon, ça se, ça s'amortit, quoi. Euh, donc là, on va passer un peu plus à l'organisation au sein de l'équipe. Comment s'organiser au sein de l'équipe pour gérer les projets no-code. Donc, première chose déjà, c'est que, encore une fois, sur cette question interne ou externe, enfin, on peut avoir des équipes un peu mixtes avec des internes et aussi des externes qui sont là, soit presque en permanence, soit juste en tant que ressources quand il y a des choses un peu techniques, quand il y a des questions, quand il y a, etc. C'est tout à fait une possibilité. Euh, donc, je vais reprendre la question d'Alex Locode de tout à l'heure, qui nous disait, mais au final, plutôt que de laisser un certain nombre de personnes tâtonner, apprendre sur le tas et faire des erreurs, ne serait-ce pas plus efficace d'avoir une mini-équipe de spécialistes no-code, low-code, qui vont résoudre les irritants des différents métiers en travaillant étroitement avec eux? Alors moi, j'aurais envie de dire oui, dans le cas général. Si tu as, au hasard, imaginons que tu as une équipe de 20 personnes, c'est illusoire de se dire que les 20 personnes vont apprendre à se servir des outils no-code et à utiliser Airtable, les makes et tout ce que tu veux pour développer leurs propres outils. Il y en a juste qui n'ont pas envie et qui n'auront jamais envie. Déjà, de base, ça sert à rien de les forcer. Et voilà, tout le monde n'est pas forcément câblé pour, ou n'a pas juste la motivation pour, ouais, ils vont essayer parce qu'on leur demande, mais ils n'auront jamais suffisamment d'envie pour devenir bons dedans. Euh, les personnes qui, euh, qui vraiment auront le niveau, l'envie, le temps, etc., je pense qu'il en faut effectivement une ou quelques-unes dans une équipe. Parfois, elles sont déjà là. Souvent, ça se passe comme ça. Il y a une personne qui est un peu à l'origine de l'arrivée du no-code dans la boîte et qui devient de facto référente dedans. Parfois, on les recrute juste en se disant, bah ouais, là, on voit qu'Airtable, ça nous aide, mais on patauge, les personnes sont vraiment compétentes. On a besoin d'une personne référente dedans. Qu'est-ce que tu penses du coup de tous ces sujets, Lorraine? Je comprends l'avis de dire, en fait, autant avoir des experts qui font ça potentiellement à plein temps ou en tout cas qui ont les compétences et qui les mettent à disposition des autres. Je trouve ça pour autant un peu dommage de se rabattre là-dessus, dans le sens où pour moi, ce qui est génial dans le no-code, c'est de donner l'autonomie aux équipes, c'est que de rendre les gens un peu maîtres de leur destin, qui peuvent identifier leurs irritants et les résoudre eux-mêmes. Ça, c'est hyper intéressant dans le no-code. Donc encore une fois, c'est une question d'échelle. Si on commence à se lancer sur des gros projets qui vont être inter-équipes, qui vont toucher beaucoup de monde, avoir des gens spécialistes du sujet, c'est intéressant. Moi, je trouverais ça dommage de priver les équipes métiers de ce droit au no-code en quelque sorte. Nous, ce qu'on fait chez Granit, c'est dans la formation de quasiment tous les gens qui arrivent, il y a un petit atelier make. Ceux qui veulent pas le faire ne le font pas. Donc déjà, de toute façon, tous ceux qui n'aiment pas ça, qui ne sont pas intéressés par le sujet, ils le font pas et c'est pas grave et c'est très bien. Et le jour où ils auront besoin du no-code, ils iront chercher quelqu'un qui aime ça. Euh, pour autant, on sent tout de suite ceux qui ont la petite étincelle et ils disent mais c'est génial, c'est quoi ça, ces mecs, je vais faire le petit atelier. On leur fait construire une petite automatisation, ils comprennent ce que c'est. Et donc, en faisant ça, je trouve qu'on donne vraiment le droit au no-code à chaque personne dans chaque équipe. Et ça, c'est hyper important et ça, c'est riche. Toutes les entreprises pourront pas le faire. Tu le disais tout à l'heure, Pierre, il y a des entreprises où ces personnes-là, elles n'existent pas en fait. Et personne n'a l'intérêt du no-code. Et dans ce cas, il faut effectivement aller chercher des référents dont ce sera le métier. Mais je trouve qu'il faut aussi capitaliser sur les gens qui ont cette passion-là, cette petite étincelle pour le no-code, et il faut les laisser tâtonner parce que ça, c'est des profils, et j'en parle parce que je fonctionne comme ça et que je l'ai vu chez mes collègues, c'est que il y a le plaisir au début de comprendre, de mettre les mains dans le cambouis.
cette période-là, elle est pas très longue, elle est pas coûteuse pour l'entreprise. Je parle vraiment de dire, quelqu'un, sur la période du mois d'août va s'autoriser à être moins efficace pendant 2 jours, le temps de mettre en place son projet et je trouve que, ces 2 jours de tâtonnement vont se traduire derrière en une personne qui va être compétente, qui sera autonome. C'est-à-dire que le jour où en fait l'automatisation Make elle pète, il va sauter sur l'occasion, il va aller réparer ce qu'il faut, il va pas attendre que son collègue d'une autre équipe soit disponible. Donc je trouve que ça donne vraiment de l'autonomie, ça donne, des compétences en plus, des outils en plus au sein de l'équipe. Bien sûr, c'est pas la solution à tout, mais, j'irai pas jusqu'à dire qu'avoir une équipe low code en interne, va nous permettre de ne pas former au no code, les personnes métiers. Moi, je suis vraiment pour que les personnes métiers aient ces compétences-là, je trouve ça très riche. Je pense pas que ce que tu dis soit en contradiction avec ce que dit Alex ou ce que je dis. Ça veut pas dire que les gens n'ont pas le droit au no-code. Enfin, la formulation d'Alex, c'est une équipe qui va résoudre les irritants des différents métiers en travaillant étroitement avec eux. Mmh, Étroitement, on peut envisager que c'est les équipes qui mettent aussi la main à la pâte. Mais je pense qu'avoir des référents est quelque chose d'important. Euh, Parce que tout le monde ne peut pas avoir le même niveau de compétence, et c'est vrai que des personnes garantes des bonnes pratiques, et on n'en a pas encore parlé, mais de la documentation, de la cohérence des processus, il y a quelque chose d'absolument essentiel et incontournable. Ça dépend aussi, évidemment, quand tu as une équipe de 3 personnes, c'est un peu plus facile de laisser chacun bidouiller, etc., parce que bon, bah, dans l'ensemble, ça va pas encore trop faire n'importe quoi. Moi, j'ai des clients qui ont 50 personnes qui bossent sur leur table. À ce niveau-là, enfin, il y a des utilisateurs d'Airtable, et il y a moi qui modifie la structure de la base. Après, si de leur côté, ils veulent aller créer les interfaces ou les modifier, etc., ils font ce qu'ils veulent, parce que ça n'a pas d'impact sur la base elle-même. Mais ils vont pas aller faire ce qu'ils veulent sur les tables, sur les champs, sur les bases, sur les formules, sans passer par moi. C'est pas juste que c'est ma chasse gardée. J'aimerais beaucoup qu'ils puissent faire euh, en me sollicitant moins, mais à un moment, c'est juste pas réaliste et c'est pas prudent, dans le sens où il y a besoin, quand tu commences à gérer des systèmes complexes, d'une vue d'ensemble qui passe bien sûr par la documentation, par le fait de tracer précisément ce qui se passe, comment, où, par qui, etc. Mais bon, il y a aussi des moments où tu peux pas en permanence te référer à la documentation dès que tu veux faire quelque chose. Il faut des personnes qui ont une vision d'ensemble quand même de ce qui c'est se clair. passe. Et c'est vrai que sur des équipes plus grosses, c'est un peu ce qui se passe. Moi, je pense au travail de Walid Nou chez Murphy, par exemple, où lui, c'est son boulot. Lui, c'est le référent no code. Il n'est pas là pour faire à la place des autres. Mais il est là pour guider les gens, pour garder une trace de ce qui se passe dans la documentation, etc. Et quand tu commences à atteindre certaines tailles, et j'ai envie de dire, ça va assez vite, hein, c'est 4-5 personnes pour moi déjà, euh, ça me paraît nécessaire, pas d'avoir une personne à temps plein pour ça, mais d'avoir des personnes de référence, euh, parce que ça peut très très vite déraper. Et c'est assez difficile de rattraper le coup quand les gens ont commencé à prendre des mauvaises habitudes. Quand les gens ont pris Mmh. l'habitude, par exemple, je reste sur Airtable, mais de mettre les mains dans la base Airtable et de modifier et de faire ce qu'ils voulaient, c'est difficile après coup de leur dire bon, maintenant c'est fini, vous allez passer par une interface ou par Stacker ou par etc. Ils vont avoir l'impression qu'on les empêche de bosser, et d'expérience, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'éviter, de donner l'impression aux gens qu'on les empêche de bosser. Donc, c'est bête, mais même si au début, c'est plus sympa et ça peut même être plus efficace de permettre à tout le monde de mettre les mains dedans, il y a un moment où, en fait, cet historique peut nous rattraper et peut faire assez mal. Je trouve que l'exemple de Murphy est intéressant parce qu'eux, aujourd'hui, c'est une beaucoup plus grande entreprise. Ils ont effectivement fait intervenir Walid qui raconte qu'en fait, quand il est arrivé, toutes les équipes faisaient déjà du no-code, mais ce qui est déjà une super nouvelle. Moi, je trouve que c'est un super problème, en fait. C'est un très bon problème de se dire, en fait, tout le monde s'est tellement approprié le no-code que, ça commence à partir dans tous les sens et il faut faire venir quelqu'un pour structurer. Est-ce qu'il est arrivé trop tard ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais, pour remettre les choses en perspective, nous, chez Granit, aujourd'hui, on est une quarantaine de personnes. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Quand tu es 40, tu pas du tout envie d'être dépendant d'un tel, d'une autre équipe, d'un référent no-code. Et par contre, c'est intéressant de commencer à placer les référents no-code de chaque équipe.
C'est-à-dire qu'au côté customer success, c'est moi qui ai pris le sujet au début et qui ai formé les autres, mais je reste référente de mon sujet. Et en fait, j'ai accompagné, co-construit des outils avec quelqu'un de l'équipe commerciale qui aujourd'hui devient le référent no-code de l'équipe commerciale. Donc c'est intéressant parce que moi, ça me libère, parce qu'être référent no-code, ça prend du temps. Donc en fait, maintenant, quand les commerciaux ont des questions, ils vont voir d'abord cette personne-là avant de venir me voir. Donc je trouve ça intéressant de constituer ce réseau dans l'entreprise. Pour l'instant, c'est à toute petite échelle et puis bien sûr que ça va grossir. Et à un moment, identifier quand on arrive à cette masse critique pour éviter de se retrouver dans le cas Murphy ou Walid expliquait qu'il se retrouvait dans des cas où l'équipe marketing change un formulaire Typeform et d'un coup, l'équipe service client hurle de l'autre côté parce qu'en fait, ils utilisaient ce Typeform pour autre chose. Là, ils ont atteint un stade où il y avait un problème de structure, de documentation et d'identifier qui utilise quoi. Donc, il y a ces bonnes pratiques à intégrer en interne et le fait de créer ce réseau de référents tôt permet aussi de responsabiliser chaque référent plutôt que de reposer sur un tel qui est le tool guy ou la tool girl de l'entreprise. Non, là, on parle vraiment de chaque référent est un peu responsable de ses outils et après, il faut que les référents se parlent entre eux. Des bonnes pratiques, des choses qui marchent et qui marchent pas, de savoir se challenger aussi, de dire attends, mais ce que tu as fait là, d'accord, ça marche, mais en fait, on n'est pas là juste pour faire des choses qui marchent. On est là un peu quand même pour faire des choses qui passeront à l'échelle le moment venu. Donc voilà, il faut s'en méfier, mais il faut pas en avoir peur. Et je pense quand même que c'est des super problèmes et que si moi demain j'arrive dans un cas Murphy où tout le monde fait du no-code dans tous les sens, je serais quand même hyper contente. Ah oui, non, c'est pas forcément un problème en soi. Là, ce que je comprends dans ce que tu dis, en fait, c'est qu'il faut pas reproduire le modèle de la DSI où c'est une poignée de personnes qui ont l'exclusivité sur le développement des outils et qui du coup ben, deviennent le goulot d'étranglement des outils et donc du fonctionnement de la boîte. Euh, non pas que ce soit leur faute, parce que la plupart du temps, ils n'ont pas assez de moyens, mais bon, ça reste une réalité. Je dis pas qu'il faut que ce soit ça, je parle de référence, et c'est volontairement Bien sûr. un terme assez large, euh, et je pense qu'il y a quand même une certaine latitude pour que chaque boîte organise ses référents comme elle veut. Ça peut être une personne centralisée qui va être l'interlocutrice de de toutes les équipes qui ont des besoins. Ça peut être une personne par équipe, ça peut être. Je pense qu'on peut. Enfin, ça peut être des personnes qui font ça à temps plein, des personnes qui ont un rôle par ailleurs, mais qui s'éclatent à faire du no-code. Il y a beaucoup de modèles, je pense, à inventer, mais je pense qu'assez rapidement, il faut quand même avoir conscience que avoir des personnes qui sont un peu les garantes du fonctionnement et des bonnes pratiques est quelque chose d'important, et ça me permet d'embrayer sur le sujet suivant et la remarque de Xavier. Je me dis, il ne faut pas oublier, même quand on veut donner du pouvoir au métier, que les bonnes pratiques doivent s'apprendre, comme monter et faire vivre une base de données, c'est un métier. Sans formation et accompagnement, ça finit toujours par péter pour les bases de données, pour Make, pour à peu près n'importe quel outil, j'ai envie de dire même les outils sur étagère, dont on parlait tout à l'heure, les CRM, etc. Enfin, les gens sont formés. Alors, c'est peut-être pas forcément une formation de 2 jours, des fois c'est juste, on prend une demi-heure, on te montre comment ça marche, mais évidemment, il y a toujours un besoin de formation, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des boîtes où c'est un peu ignoré ce point-là, c'est les outils no-code, c'est facile, donc tiens, vas-y, voilà, Airtable, bon courage. Et en fait, non, ça peut pas se passer comme ça. On peut pas imaginer que les gens vont réussir à prendre en main l'outil comme ça. Et il y a des personnes qui sont câblées comme l'outil et qui, du coup, vont en une demi-heure comprendre comment ça marche et auront déjà intégré les mêmes pratiques, etc. Et d'autres personnes qui auront besoin de vraies séances de formation de plusieurs jours, etc. pour si on veut, en tout cas, qu'elles deviennent des makeuses, enfin, qu'elles fassent évoluer le système. Après, c'est juste pour utiliser Airtable en tant qu'utilisateur, utilisatrice, c'est plus simple, mais si les personnes mettent la main à la pâte et modifient les systèmes, il y a un vrai besoin de formation pour connaître les bonnes Mm. pratiques, comment ça fonctionne, etc., les possibilités, mais aussi d'information. Euh, je pense qu'il y a un point qui est important, c'est faire prendre conscience aux personnes de leurs limites aussi. C'est bien de savoir, c'est normal de ne pas tout savoir, personne ne sait tout, ni toi ni moi ne savons tout, évidemment. Euh, mais c'est pas mal de se dire, ok, ça c'est un sujet que je connais pas, ok, c'est vrai que là j'ai entendu parler de ce truc-là, qui est un peu complexe, peut-être que je vais me faire accompagner. Euh, c'est
Savoir que quand je commence une base Airtable, la structure de la base de données, c'est un vrai sujet et peut-être que je vais me faire accompagner par la personne référente pour être sûr de partir sur le bon modèle. Il y a plein de. Voilà, ou sur Make, ah, j'ai une erreur, là, on m'a dit d'aller voir le référent pour gérer les erreurs, pour être sûr de les gérer correctement à l'avenir. Euh, Enfin, voilà, je pense qu'il y a de l'information aussi à donner sur voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire tout seul. Enfin, ça peut être utile de fixer ses limites. Ouais, et après la ligne est fine, le but c'est de garder, l'envie du no-code, le plaisir du no-code. Je pense qu'en entreprise, c'est quand même un vrai avantage que les gens osent s'en servir et plaisir à s'en servir, tout en étant garant de ces bonnes pratiques-là. Et là, ça repose sur, les référents, sur la personne, qui a introduit le no-code dans l'entreprise. Bah, après, c'est à elle aussi de responsabiliser les gens et d'avoir un œil sur ce qu'ils font. Et que ça ne devienne pas un cadeau empoisonné pour l'entreprise, tout simplement. Et il y a un format que j'ai beaucoup aimé pour le coup, chez Granit, heu, on a organisé des Automation Day. Donc c'est, notre CPO Enzo qui avait organisé ça, cofondateur de Granit, parce qu'il avait fait ça dans une ancienne boîte. Ça consistait tout simplement à dire: «Vous allez tous réfléchir dans vos métiers à ce qui vous irrite». On revient sur le sujet des irritants du début. Vous allez les mettre dans un tableau et puis le jour des Automation Day, on ira piocher là-dedans, puis on se mettra en petites équipes et chacun va bosser sur l'automatisation qui va bien. Donc, je donne un exemple bête. Un sujet qui était agaçant, c'est qu'on reçoit tous des factures pour les outils auxquels on a souscrit, etc. Et il faut qu'on les centralise de manière à ce que derrière, on puisse faire la comptabilité. Et donc, on passait beaucoup de temps à aller chercher le drive, copier-coller la facture, etc. Donc, quelqu'un a dit, mais en fait, j'en ai marre. Toutes les semaines, je dois aller transférer mes factures dans le drive, c'est agaçant. Et lors de l'Automation Day, c'est remonté comme sujet. On a mis en place une simple redirection d'email avec Make, avec un mail hook qui allait bien pour enregistrer la facture en pièce jointe automatiquement dans le Drive. Et j'ai trouvé ça hyper chouette parce que du coup, tout le monde est venu avec ses irritants, tout le monde a compris les solutions qui étaient mises en place. Il y a aussi des projets qui ont été abandonnés ce jour-là où on a dit, mais en fait, tu ramènes ce projet pour le Automation Day, mais en fait, c'est pas du tout si simple que ça. Et regarde, en grattant un tout petit peu, on se rend compte que c'est un projet beaucoup plus complexe qui mérite qu'on se pose dessus. Donc, je trouve que mettre en place des espèces de rituels et des événements autour du no-code, ça permet de communiquer, d'apporter cette culture du no-code. Donc, à la fois avoir le côté sympa, chouette, le no-code c'est super et ça va vous aider, et à la fois être présent sur toute la journée, sur tout l'événement, pour se porter garant aussi des bonnes pratiques. C'est des Effectivement, formats qui sont intéressants. ça peut être un bon sujet de séminaire d'entreprise. Je fais 1 ou 2 jours là-dessus. Enfin, c'est vrai que ça peut être très fédérateur en fait. Ça n'a pas besoin d'être des outils rébarbatifs. Ça peut être très fédérateur au sein d'une équipe parce qu'il y a les personnes qui savent faire, même les autres peuvent contribuer, peuvent donner leur avis, etc. Et c'est vrai que c'est intéressant comme approche. Après, c'est vrai que quand on est soi-même la personne un peu fan de no-code, mais un peu toute seule au sein de l'équipe, ça peut être plus difficile à faire émerger. Toi, tu as réussi à le faire au sein de Granit, mais à l'agent qui nous partageait que dans son entreprise, lui, il est expert M8N, il est RH. Mais c'est pas forcément facile de faire exister ces outils, ces besoins, etc. Et bon, malheureusement, j'ai pas de solution, j'ai pas de solution toute faite. Enfin, d'autant plus que les outils no-code ont parfois mauvaise presse auprès des développeurs et des équipes SI pour des raisons certaines tout à fait légitimes, mais d'autres qui tiennent plus du fantasme. Euh, donc voilà, j'ai envie de dire, faudrait connaître un peu plus Ah le ouais. contexte pour pouvoir répondre plus précisément, mais c'est vrai que ce sont des vastes sujets et parfois les outils no-code viennent du haut, mais parfois ils viennent aussi de la base. C'est dans énormément d'entreprises, les outils no-code se sont développés avant tout parce qu'une personne, puis une autre, etc., ont commencé à utiliser Notion, Airtable, Make, Zapier euh, pour faire des choses et petit à petit, ben, les autres ont vu que c'était pas mal et parfois il y a toutes des boîtes entières qui se sont converties à ces outils à la suite. Je vois que le temps passe, on va conclure rapidement sur l'utilisation au quotidien. Euh, je ne sais pas si toi, tu as d'autres points à ajouter sur l'utilisation au quotidien. Une fois qu'on a mis en place un premier système, qu'est-ce qu'il faut, à quoi il faut prendre garde?
Simplement avoir en tête que le no-code, c'est pas ponctuel. Après, c'est des outils qui vont vivre et que donc, une fois que vous les avez mis en place, vous êtes responsable de vos outils. Je pense notamment à la gestion d'erreurs. C'est souvent la première chose qu'on rencontre quand on se met à faire du no-code, c'est que ça marche jusqu'au jour où ça marche plus. Où là, du coup, on se forme sur la gestion d'erreurs et comment je réagis en cas de problème, en cas de blocage sur mon scénario no-code. Il faut avoir en tête que du coup, ça va prendre du temps. Euh, mais voilà, après, une fois que les outils sont en place, on grandit aussi, je trouve, avec nos outils, on les rend meilleurs, on les optimise. Donc le tout, après, c'est juste de ne pas laisser l'outil tourner et de plus y toucher. Je trouve ça un petit peu dommage. Au contraire, Euh, plutôt le faire vivre. oui, c'est dommage et j'ai envie de dire la plupart du temps, c'est même pas tout à fait possible parce que, bah, il y a toujours un moment où tu as une erreur sur Make, pas toujours de ta faute d'ailleurs, hein, parfois c'est juste des erreurs, de l'application que tu utilises ou de Make lui-même, enfin, ce sont des choses qui arrivent. Effectivement, il faut anticiper la maintenance. Il y a toujours de la maintenance à faire. C'est pas toujours énorme, mais faut savoir, si vous le faites vous-même, qu'il faudra du temps. Si vous prenez une personne pour développer le système, il faut savoir qu'il faudra aussi prévoir de la maintenance. Donc il y a aussi un petit budget à prévoir pour ça. C'est pas forcément énorme, mais il existe. Et j'ai envie de dire, faites attention aux emails que vous recevez aussi. Alors là, je m'adresse notamment aux personnes qui prennent un prestataire, mais pas que. C'est-à-dire que les personnes qui reçoivent les emails d'erreurs ou de ceci ou de cela ne sont pas toujours les personnes qui ont développé ou qui sont responsables. Ça peut arriver soit parce que vous avez pris un prestataire, soit parce que il y a genre un dirigeant qui a pris un compte Make et tout le monde utilise son compte Make. Alors maintenant, il y a la collaboration sur Make, donc ça arrive moins, c'était plutôt sur Integromat. Mais disons que les personnes qui reçoivent le mail ne sont pas forcément les personnes concernées. Et ça paraît bête, mais du coup, les personnes qui reçoivent le mail ne savent pas ce que c'est et les ignorent. Et moi, j'ai des clients qui se rendent compte comme ça, au bout de quelques mois, que leur système ne marchait juste plus. Il y a un truc qui était censé marcher en permanence et ça fonctionnait plus. Donc les gens qui passaient leurs tests en ligne ne recevaient jamais les résultats, juste parce qu'ils avaient reçu un mail d'erreur de Zapier. Et ils n'ont pas fait gaffe. Et Donc l'autre erreur qui est courante, c'est d'avoir trop de destinataires sur ces emails. Ils ont beau tous savoir ce que ça veut dire, si tu as trop de destinataires et qu'il n'y a pas un responsable, il y a le risque que tout le monde ignore en se disant que quelqu'un d'autre va s'en occuper, c'est classique. Et pour nous, la règle, c'est assez simple. On l'a jamais formulé, mais en fait, c'est comme ça qu'on le fait chez Granit. Chaque scénario, chaque process a son responsable. hmm, Et donc, c'est en fait, quand on voit le mail d'erreur, on sait tout de suite qui va le gérer. Et si du coup, comme on sait qui est le responsable, si cette personne est absente, et ben tout de suite, on va réagir. Je pense que c'est important et de pas, quand on vient sur les sujets des référents, on peut vite en attendre trop de ces référents. Il faut aussi que chacun soit responsable de ce qu'il a construit avec ses référents complètement. en backup. Mmh. Complètement. Après, pour gérer ces emails, si vraiment vous recevez des emails qui ne vous concernent pas, mettez en place des redirections automatiques vers les personnes qui sont concernées. Après, c'est possible de se dire que j'envoie le contenu de l'email dans Slack et quand c'est réglé, il y a une personne qui va mettre un petit check dans Slack pour dire OK, ça c'est fait. Et tant qu'il n'y a pas le check, c'est personne ne l'a géré, quoi. Donc voilà, il y a des sujets comme ça où la personne qui s'en occupe le met en commentaire. Enfin, il y a, il y a un certain nombre de possibilités là-dessus. Donc, mais le tout est de l'envisager et de l'anticiper. Enfin, si on imagine que les choses vont se faire proprement, organiquement, bon, c'est un peu acquis tout double, hein. Donc, les processus là-dessus sont vraiment sont vraiment vos amis. Moi, il y a juste un point là qu'on n'avait pas abordé. Et quand on atteint la limite de l'outil, qu'est-ce qu'on fait? J'aurais du mal à témoigner là-dessus. Pour être tout à fait honnête, on les a pas atteintes, nous, les limites de nos outils. Ils sont très bien dimensionnés par rapport à nos besoins. Je pense que tu as beaucoup plus rencontré ce problème-là que nous. Malheureusement, oui. Mais en gros, enfin, c'est pas plus que ça le sujet, donc je vais aller très vite dessus, mais juste pour vous dire, quand vous partez sur le no-code, quand vous partez sur un outil en particulier, juste regardez ses limites, ses logiques de pricing, etc. Parce que si en fait aujourd'hui vous pouvez fonctionner avec le plan à 10 € par mois, mais avec des prévisions d'utilisation raisonnables, vous vous retrouvez dans d'ici quelques mois ou années, soit totalement bloqué, genre Airtable à la limite fixe de nombre de records et on ne peut pas la dépasser. Alors bon, petit à petit ça augmente.
ou alors vous vous retrouvez à devoir payer 2 000 € par mois pour utiliser le même outil, c'est évidemment pas neutre, donc anticipez. Est-ce qu'il y a des chances que ça dérape ou pas? Gardez l'esprit qu'une migration est toujours compliquée. Ça, rien de spécifique au no-code. Quand vous utilisez un outil, vous passez à un autre outil, c'est compliqué. Voilà. Mais ce sera beaucoup plus simple. D'une part, si le système est modulaire, si c'est tout d'un bloc, vous devez refaire tout le bloc. Si c'est modulaire, ça veut dire plusieurs outils qui échangent les uns avec les autres. Chaque outil est responsable d'une partie. Vous pouvez plus facilement vous dire, je migre tel outil, tel périmètre, et comme ça va simplifier la vie. J'utilise, on disait tout à l'heure, j'utilise Pipedrive, Asana, Airtable et Make pour faire le lien entre tout ça. Je peux changer un de ces outils, j'ai pas besoin de tout refaire. C'est beaucoup plus simple. Après, donc plus on multiplie les outils, plus on a aussi les risques de devoir changer d'outil un jour ou l'autre. Et c'est aussi d'autant plus simple quand c'est documenté. La documentation, c'est le nerf de la guerre. Donc documenter vraiment ce que vous faites et une vue d'ensemble du système, une vue d'ensemble des processus. Chaque processus est détaillé clairement. Voilà ce qui se passe, voilà ce qui est fait à la main, voilà ce qui est automatisé, etc. Ça vous simplifiera énormément les bons, l'usage, que ce soit au quotidien ou le jour où vous avez besoin d'en changer. On arrive au bout de l'échange. Je te laisse le mot de la fin sur le sujet, Lohan. Écoute, j'ai trouvé ça très intéressant comme échange. On a une vision assez différente des choses avec différentes échelles. Moi, à la petite échelle, PME, start-up, j'insiste quand même sur le fait que le but, c'est de créer cette culture du no-code, donner cette envie du no-code, donner ce super pouvoir aux équipes métiers. Mmh. C'est l'important. Et par contre, responsabiliser aussi beaucoup, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Voilà, le no-code, c'est un grand pouvoir avec une grande responsabilité. Et l'important, c'est de l'avoir en tête et de l'appliquer. C'est ce que je retiens, en tout cas de notre échange. Ben, merci beaucoup. Très intéressant pour moi aussi, évidemment, de confronter nos points de vue. Bon, après, on n'est pas en en opposition sur beaucoup de sujets. C'est vrai que moi, j'ai pratiqué un peu les plus grosses équipes et voilà, j'ai vu des choses pas toujours évidentes à gérer, mais c'est vrai que s'il y a une envie des équipes d'utiliser ces outils, de profiter des possibilités que ces outils offrent, c'est bien effectivement de ne pas la brider et de ne pas mettre un énième goulot d'étranglement. C'est non, il faut d'abord que ça passe par moi et on va faire un comité de pilotage qui décidera si vos idées méritent d'être implémentées. On se reparle dans 2 mois. Non, c'est bien effectivement de laisser un peu de liberté, mais liberté avec un cadre. Voilà, des règles du jeu qui sont fixées, qui n'ont pas besoin d'être hyper strictes, mais juste fixées et connues de tout le monde. C'est quelque chose qui est incroyablement important. Donc, merci beaucoup, merci encore pour cet échange. Où est-ce qu'on peut te suivre, te contacter Alors, j'ai un LinkedIn, vous pouvez m'ajouter, mais surtout, Slack, le Slack de la communauté No Code France, j'y suis régulièrement et venez me parler, je serai hyper, contente de faire votre connaissance si on ne se connaît pas encore et puis sinon les rencontres, je pense au No Code Summit, qui a lieu au mois d'octobre. Je pense, au meet-up mensuel, en région parisienne et ailleurs en France. Alors ailleurs en France, j'y serai pas, mais à Paris, j'y suis généralement, 1 fois par mois, le premier mercredi du mois. Je serai vraiment hyper contente d'échanger avec vous à cette occasion-là. Merci Lorraine. Effectivement, le Meetup No Code France à Paris, c'est comme No Code Talk, c'est le premier mercredi de chaque mois. Donc pour les Parisiennes et Parisiens, on se retrouve ce soir au Digital Village, dans le 13e, pour le Meetup mensuel. Tu y seras? Comment? Tu y seras? Ah oui, j'y serai, évidemment. En plus, c'est la reprise. J'ai vraiment hâte de revoir tout le monde qu'on n'a pas vu D'accord, bah depuis écoute, un an. à ce soir en vrai alors. À très vite. Donc, c'est la fin de l'émission. Merci à toutes et tous pour votre écoute, pour votre participation, encore une fois. Beaucoup de commentaires, de questions dans le chat. On n'a pas le temps de tout prendre. On a déjà beaucoup de choses à dire. Le mois prochain, j'aurai le plaisir et l'honneur de recevoir Stanislas Verjus le mercredi 4 octobre à 13h autour de la question comment trouver sa voie dans le no-code. Donc, on parlera des débouchés du secteur qui est encore jeune,
des différents parcours qui peuvent exister dans le no-code, que ce soit celui de Stan, des personnes qu'il a rencontrées dans le tournage de son documentaire qui sortira peu après l'émission, ou encore de la manière de s'y retrouver, hein, de comprendre un peu ce qui existe et concrètement, je suis là, le no-code m'intéresse, je fais quoi? Une très très vaste question dont on discutera donc, le 4 octobre à 13h. Notez bien ça dans votre agenda. Donc, d'ici là, prenez soin de vous, no-codez bien, et je vous souhaite une belle rentrée. Ma foi, puisque là, ça y est, on est dedans, hein. Merci Pierre, merci tout le monde. Encore une fois, donc, merci beaucoup Lorraine pour ta présence, pour ta participation. Merci à toutes et tous et je vous dis à très bientôt. Salut. Salut.